Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 6 avril soir. On est ici du coup pour le retour et on va dire vraiment véritablement le premier épisode de cette émission Theorycraft où on va parler recherche, on va parler de sujets pointilleux sur tout ce qui concerne le multimédia, le numérique, l'art, etc. etc. Et du coup, pour cette première véritable édition, puisque je rappelle, on a fait le pilote avec ma douce, ma compagne, on a parlé du binge-watching, la VOD est déjà disponible sur YouTube si vous voulez. Et là, on accueille du coup, Jérôme qui est avec nous. Salut Jérôme du coup. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Bah écoute, normal. Normal, bon. Normal bien, on va dire. Oui, bien évidemment. Bon. Du coup, je rappelle vite fait pour ceux qui n'ont pas encore vu, donc Theorycraft, concrètement, comment ça va se passer. Déjà, du coup, on va essayer d'ordonner ça un peu mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais laisser, du coup, Jérôme nous expliquer son sujet. Donc, il va nous l'introduire, nous dire de quoi il va traiter concrètement. Il va aborder donc du coup les différents points, les angles qu'il a, les pistes qu'il a déjà développées au cours notamment du premier semestre et des quelques mois du deuxième semestre, voir à peu près où il en est dans sa recherche, quels sont les éléments sur lesquels il se sent à l'aise, sur lesquels il a peut-être des difficultés et autres. Et puis par la suite, on va interagir tous ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, etc. Par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, puisque le sujet est extrêmement intéressant, sujet qui est déjà beaucoup plus tourné vers le gaming, vu que la dernière fois on était sur vraiment la pop culture large avec le binge-watching sur les plateformes SVOD. Là pour le coup, on va traiter du jeu vidéo, et même plus précisément du jeu vidéo comme outil thérapeutique, plus ou moins, donc vraiment sur l'apport... Enfin, je vais te laisser juste introduire tout ça. Je vais juste, moi du coup, prendre mes notes, parce que je prends des notes sur ce qu'on dit, et je vais te laisser le champ libre sur tout ça. Bah merci à toi du coup. Du coup, comme il l'a introduit, mon sujet traite de l'apport et la contribution des jeux vidéo dans le traitement des troubles psychologiques, en particulier chez les jeunes ou les jeunes adultes, que ce soit les plus petits enfants, les adolescents aussi. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ce serait parce que le jeu vidéo, c'est quelque chose dans lequel j'ai été baigné toute ma vie, de ma plus petite enfance, et qui a évolué à travers les âges. Et comme dans le master CMW, culture et métiers du web, il fallait traiter d'un sujet en rapport avec le numérique, je me suis dit ça rentre parfait, ça semblait adéquat. Évidemment, la première intention de mon sujet de base, c'était plutôt sur l'utilisation des jeux vidéo dans le traitement des handicaps. Du coup, je donne un petit background. C'est que avant de rejoindre ce master, j'avais fait une licence avec une spécialité dans les technologies de l'accessibilité. Et la plupart des projets ou des lectures que j'avais rencontrées orientaient l'utilisation de jeux vidéo pour les handicaps physiques, les personnes en situation de handicap. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la continuité de ça. Donc j'avais de base initialement pensé à m'intéresser par exemple aux différents supports utilisés comme contrôleurs et manettes pour les personnes en situation de handicap, par exemple en fauteuil roulant, qui n'ont pas toute leur possession de leurs moyens. Sauf que à force de lecture, je me suis dit que j'avais vu un peu trop gros, sachant que mes lectures parlaient plutôt de troubles psychologiques plutôt que de vrais handicaps physiques. Du coup, je me suis dit, on m'a conseillé de reaffiner tout ça, du coup me concentrer sur des troubles comme les troubles scolaires chez les jeunes, la schizophrénie, la perte de confiance, même les, les relations problématiques avec parents-enfants. Donc oui, on va dire que le sujet a pas mal évolué contre mon gré. Sachant que vu que toi tu t'y connais en jeu de combat,
La première piste qui m'avait orienté, c'était de parler d'un joueur de Smash qui est autiste, qui est atteint du syndrome d'Asperger. Mewtwo King, je pense que tu le connais. Évidemment, évidemment. Ouais. J'ai hésité au Donc, début, je me suis dit un français et tout. Oui, non, mais oui, effectivement. Ça, c'est intéressant, alors ça. mais ouais, on m'a dit, ouais, t'auras pas l'occasion de traiter à la fois le jeu vidéo qui aide le handicap et à la fois des personnes avec des troubles qui aident le jeu vidéo de manière réciproque. On s'est dit, ouais, stop là, essaie de recentrer un peu. Donc ça fait que le contenu de ce mémoire est principalement basé sur de la psychologie, qui n'est pas du tout mon rayon du coup, donc c'est un nouveau challenge, quoi. On va en reparler de ça pour essayer de te rassurer, mais ouais. Vas-y, vas-y. Quoi ajouter d'autre? Peut-être par rapport à un peu plus sur ce sujet, c'est vrai que la plupart des lectures que j'ai rencontrées traitent beaucoup de cas de figure de jeunes en difficulté que le jeu vidéo a su aider, mais pas de manière aléatoire, on va dire, parce que du coup, la principale activité que je veux mettre en valeur dans ce mémoire, c'est la médiation thérapeutique, la médiation numérique, qui est du coup l'action d'accompagner un jeune, d'un thérapeute qui accompagne un jeune en utilisant le jeu vidéo comme support. Sachant que du coup ça se rapproche de thérapies plus classiques avec d'autres supports, que ce soit des jeux de société ou des activités plus artistiques. Et du coup, le jeu vidéo, c'est un peu la version 2.0 de cette pratique, en se disant, ouais, il y a du bon dans le jeu vidéo, quoi. Parce que la plupart des choses qu'on entend là-dessus, c'est assez controversé. On se dit, le jeu vidéo, il est source d'addiction ou de mauvais comportements, il a des conséquences néfastes sur les jeunes et donc sur la société. Donc je veux prendre un peu le contre-pied, comme ont dû le faire mes prédécesseurs thérapeutes que j'ai lus, du coup. Ils devaient tous avoir cette idée en tête, en mode mais vous racontez n'importe quoi, je vais vous montrer que le jeu vidéo c'est positif. Du coup, c'est un peu le même état d'esprit qui m'a traversé. Quoi d'autre? Du coup, la plupart des références que j'ai sont des psychologues. Quand je partais un peu du niveau 0 quand j'ai présenté ce sujet, et beaucoup de camarades de master m'ont bien orienté avec des sources que je trouve très enrichissantes. Donc c'est une pratique que, là, pour préciser, je m'intéresse surtout de cette pratique en France, pas à l'international. Sachant que du coup, on a pu voir la médiation numérique par les jeux vidéo s'étendre aux États-Unis, par exemple, mais je traite avant tout des cas de figure en France. Sachant que du coup, l'un des acteurs pionniers de cette pratique, c'est Michael Stora, un psychologue, psychothérapeute gamer, qui est assez populaire, parce qu'on le voit on a pu le voir dans des interviews, des reportages un peu geek, comme Combini par exemple. Et du coup, il traite de nombreux cas de figure où même des jeux vidéo actuels peuvent être utilisés comme support de soins. On connaît des jeux qui ont été développés exclusivement dans le but d'être... On fera les questions après, t'inquiète, je les note justement et je te les pose après. Vas-y, finis ta présentation tranquille. Ok. Du coup, qu'est-ce que je pourrais aborder de plus? C'est vrai que même si le sujet il a été un peu trouvé il a été un peu recomposé
comme des pièces de puzzle éparpillées, je me rends compte que il est toujours aussi intéressant et que j'arrive à me projeter dedans, même de manière personnelle. Puisque, par exemple, quand j'ai commencé à écrire les premières lignes de mon intro, j'arrivais à moi-même, sans avoir fréquenté des instituts ou alors j'ai pas eu besoin de faire des thérapies pour me sentir bien, le jeu vidéo a quand même eu un bon effet, sur moi, quoi. En mode petite anecdote personnelle, genre même aujourd'hui je me retrouve à me refaire Zelda Ocarina of Time sur Dolphin parce que c'est un jeu qui a su me procurer du bien-être et que à chaque fois que je le reprends, chaque fois que je le recommence, et ça me détend, ça me sort des pensées noires, quoi. Donc c'est vrai que du coup j'essaye de me poser la question de est-ce que nous tous autant qu'on est, même si on n'a pas des problèmes par exemple on n'est pas autiste ou on n'a pas de déficience est-ce que justement on ne s'est pas réfugié vers le jeu vidéo à un moment est-ce que le jeu vidéo nous a pas aidé à franchir un mur sans qu'on s'en rende compte volontairement, bien évidemment. Mais... En tout cas, pour moi, je sais que à travers mes 4 murs, je sais que il y a eu des résultats notables pour moi, même pour mes frères. Je mentionnerai le cas de mes frères, peut-être dans un développement un peu plus poussé. Ouais, c'est à peu près tout. C'est tout du coup. Alors, je te pose du coup d'abord quelques questions pour bien recadrer tout ça. Donc déjà, tu es en master culture et métiers du web à Paris Gustave Eiffel, anciennement Paris Esmart-la-Vallée pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi. Qui est un master, il est plus tourné vers quoi en termes de domaine ? En vrai, il permet pas mal de choses, sachant que de base, son ambition, c'est une insertion professionnelle grâce à l'alternance. Mais du coup, il y a plein de métiers en rapport avec le web, que ce soit dans le design, que ce soit dans le développement. Je pense que c'est assez ouvert d'esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens parce que, étant un profil qui sort assez du lot par rapport à ma promo, par exemple, qui n'est pas constitué exclusivement de développeurs, ce qui fait justement ce qui rend aussi cette année palpitante, c'est qu'il y a de différents profils qui ont tous des savoirs différents dans des domaines différents, sachant que la sociologie c'est clairement pas mon domaine et ça me fait plaisir d'avoir des gens qui peuvent un peu se porter garant sur être un peu les porte-parole des lacunes des autres. Ok. Et autre question, à l'heure actuelle, où est-ce que tu te situes dans ta recherche ? Quels sont éventuellement les blocages que tu as ou les points qui te posent problème, que ce soit sur l'écriture ou ta recherche ? Où est-ce que tu te... Quel est l'état de ta recherche pour l'instant ? Si je devais parler globalement, sans prendre en compte les attentes de mes professeurs et de ceux qui vont recevoir ma production, je suis encore en fait dans la phase de recherche où de jour en jour j'en découvre toujours plus en fait. On va pas dire que je me considère comme déjà adepte du sujet, enfin si quand même un minimum, mais justement je peux pas encore clairement expliciter ou développer ce sujet parce que je le développe encore, quoi. Après forcément vu que les mois tournent et les profs ils veulent de la production, donc ils sont en mode vas-y, il faut que tu te forces à écrire, sinon tu vas passer en deuxième session. Évidemment, merci à vous, hein, gros big up, c'est rassurant. Ouais.
Mais ouais, sachant que durant les interventions, même j'ai essayé de me faire aider par des camarades en leur racontant mon sujet, en leur montrant mes productions. Et ils sont tous assez optimistes là-dessus, en se disant ah mais t'arrives potentiellement bien à le raconter, alors que pourtant je suis pas dedans. Je me dis ouais merci, mais enfin c'est je peux pas me contenter de ça quoi. Merci Foufi Pour le pour le soutien. t'inquiète. Ouais, Non. elle me Fouf. soutient depuis le début. Ouais, non, non, bah. Je vais être subjectif si je dois dire du bien d'elle, donc je vais dire que bon, bah, elle fait les efforts ici, mais bon, voilà. Non, évidemment, ceci est une blague. Juste derrière, elle peut me frapper en 2-2, y a pas de problème. Bon, on va justement prendre les questions là que j'ai vu passer. Commence par la première question. Est-ce qu'on connaît des jeux qui ont été développés exclusivement dans le but d'apaiser des personnes ou de les aider dans une thérapie? Alors, si ça peut aider, je connais la réponse. Si tu ne l'as pas. Pour moi, je sais pas particulièrement dans le but d'apaiser. Après, je connais le concept des serious games, ou alors même des jeux qui ont une thématique, ou même des jeux qui instaurent une certaine ambiance, qui peuvent avoir un effet apaisant. Enfin, disons que j'ai une réflexion sur les jeux qui est assez large, dans le sens où je me dis qu'on peut tirer un message de toutes sortes de jeux, même sans qu'ils aient vraiment eu l'intention une intention bénéfique au premier abord, de par une deuxième lecture. Justement, même des jeux qui sont des gros blockbusters, ou alors des jeux qui ont été conçus dans dans les intentions les plus classiques de faire un jeu, c'est-à-dire je sais pas, promouvoir sa console, promouvoir une licence, faire de l'argent, j'en sais rien. Mais, euh, mais le jeu lui-même, dans son intégrité, il montre du coup des facettes qui étaient sûrement pas voulues. Je prends par exemple un exemple, c'est que j'avais regardé récemment une vidéo du Bazar du Grenier qui parlait de Peter Molineux, qui a fait les fables. Et forcément, c'est grossifié un peu quand il en parle. On se dit, en fait, il avait. C'est de l'humour, donc c'est normal, mais t'as l'impression qu'il a fait ce jeu un peu dans les, les pires intentions du monde, ou alors qu'il n'avait pas réfléchi plus loin que son propre nombril en le faisant, quoi, en se disant, on va faire un jeu de rôle en mettant plein de trucs qui ont déjà été faits auparavant, et ça va marcher. Quand j'ai vu le jeu Fable utilisé comme support dans un de mes articles, j'étais en mode oui, en fait, est-ce que les développeurs ils avaient pensé à ça au départ ou pas, ou est-ce qu'ils se sont dit faites-vous votre propre idée de ce que ce jeu vous procure. Mais ouais, du coup, à part des jeux genre Gris par exemple, qui est un jeu avec une bande son et une direction artistique qui vraiment te met dans un mood qui a sûrement été contrôlé par les développeurs. Sinon, je n'ai pas vraiment d'exemple de jeu qui puisse vraiment, qui était vraiment dans le but d'être une séance de yoga ou l'équivalent d'une séance de yoga. Après, j'associe toujours la nostalgie à quelque chose de positif. Oui, C'est un pardon, peu, attendez, oui, tout c'est le vrai monde. que j'ai oublié de me démute sur le comment. J'ai oublié de me démute en stream, du coup, je repose la question histoire de. Je vous dis bien, je vous note les questions, il n'y a pas de problème. Du coup, la question était, est-ce que la nostalgie a des effets apaisants? En tout cas, pour moi, oui, vu que j'associe la nostalgie à des sentiments positifs, à des souvenirs positifs. Et après, évidemment, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que certains ont eu une première expérience avec des jeux vidéo qui leur ont fait baver, et que du coup, ils veulent plus jamais avoir à repenser à ça. Mais si je reprends le cas de Zelda, c'était
enfin oui, ça m'apaise clairement parce que ça me replonge dans quelque chose que je pensais disparu depuis longtemps, quoi. En mode sachant que en grandissant, ma manière de jouer a changé, même sachant que le jeu, bah, je le connais, donc bah, je le redécouvre plus comme la première fois. Il y a plus ce côté exploration, c'est plus t'as envie de finir le jeu, alors, limite t'as envie de le 100%, je sais pas, les objectifs peuvent changer. Mais oui, juste le fait de, à partir du moment où je revois ces graphismes qui sont encore dans ma mémoire à long terme, bah, enfin, ça me met dans un mood agréable, quoi. Ah mais j'en ai marre, ouais, je vais arrêter avec ce bouton, c'est juste que je tape sur mon clavier sinon, et c'est une horreur absolue, je vais arrêter je vais arrêter de taper, je vais arrêter d'appuyer sur ce bouton, comme ça j'arrêterai d'oublier, arrête de mute, oui je sais. Donc je disais, d'abord les questions du chat, et je m'occuperai après de mes propres questions, du coup, autre question du chat, et en plus sur laquelle j'ai une réponse aussi là-dessus, donc on va pouvoir en rediscuter par la suite, mais pour toi, selon toi, est-ce qu'un type de personne va être plus réceptif que d'autres à cette thérapie, vraiment une thérapie en lien avec le jeu vidéo? Après, à partir du moment où on est sujet à une thérapie par les jeux vidéo, le jeu vidéo est sélectionné selon l'individu, donc évidemment que les profils vont varier, les problématiques seront différentes parce que tout le monde a un vécu différent. Mais est-ce qu'il y en a qui sont plus réceptifs? Bah, j'ai envie de dire oui, sans vraiment pouvoir affirmer le propos, parce que après c'est aussi par rapport à est-ce que le patient est familier avec les jeux vidéo ou non, parce que c'est possible que d'avoir un jeune enfant qui ne joue pas aux jeux vidéo et que du coup on lui met ça entre les mains et il est en roue libre, il découvre ce que c'est parce qu'il n'y joue pas chez lui. Mais je pense que c'est surtout cette comment dire cette polyvalence justement de la thérapie qui est intéressante à noter dans le sens où enfin sans pour autant que la thérapie soit un succès à 100%. Je veux pas partir dans cette affirmation là. Ça se trouve il y a eu des patients qui ont fait de la thérapie avec des jeux vidéo et en fait ça n'a rien changé dans leur vie, quoi. Ça a juste permis de repérer les problèmes mais pas d'y apporter solution. Okay. Et du coup je prends la dernière question qu'on a et après du coup on va commencer à interagir et tout. C'est que d'après tes lectures que tu as pour l'instant, quels effets psychologiques sont les plus saillants dans le jeu vidéo? Donc, si je peux retraduire, voilà, c'est... alors, quels effets psychologiques sont le plus vus avec une thérapie de jeu vidéo? Si c'est ça la question, si je l'ai bien comprise. En termes de conséquences, ce genre? Alors, là, comme je lis la question... Alors, c'est Oupsaline, donc elle, je la connais très très bien, hein, donc je ne dirai pas qui c'est, évidemment, mais je la connais parfaitement bien, cette personne, qui travaille elle-même en université, donc bon, voilà, elle va être très à même aussi pour discuter de tout ça. Quels effets psychologiques est le plus saillant dans le jeu vidéo? Je pense que quels sont ceux... Ça va être lié justement à la question qu'il y avait précédemment, et je pense qu'on va y réagir, mais oui, c'est quels sont les effets qu'on voit le plus avec une thérapie liée au jeu vidéo? Si c'est bien ça la question, mais je pense que c'est ça, telle que je la connais. Je pense que au fil des séances de thérapie, il y a des réactions auprès du patient comme des non-dits ou alors des manifestations de ces troubles qui vont être apparents pour le thérapeute. Après, ça peut être... ça va le décoincer en fait. Enfin, parce que la finalité de la thérapie par les jeux vidéo, c'est
c'est pas c'est pas le thérapeute qui guérit enfin, c'est pas lui qui répare le patient, c'est le patient montre des signes de troubles qui ne montrent pas d'ordinaire, et il va se rendre compte lui-même de ses troubles, et il va être amené à s'auto-réparer en fait. Et du coup, comme réaction, on peut avoir des prises de conscience, ou alors justement qui vont se montrer par plus de dialogue auprès du thérapeute. Alors je sais que le patient peut être intimidé et il va pas forcément vouloir beaucoup coopérer, enfin surtout pour les patients du plus jeune âge. Dans le sens où il va se dire non, j'ai pas besoin de toi, monsieur le psychologue, je vais juste jouer à ce que tu me proposes et en faire qu'à ma tête. Sauf que dès qu'il va rencontrer les premiers murs, les premiers obstacles, difficultés que le jeu lui va lui opposer, et il va avoir des prises de conscience involontaires, il va dialoguer un peu plus, il va s'ouvrir. Ok. Je vais prendre juste cette dernière question de Foufi et puis après du coup je repasserai aux questions parce que ça fait une bonne conclusion justement un peu à toute cette présentation, cette introduction pour ce soir. C'est est-ce que au final ce serait pas le meilleur moyen de découvrir le jeu vidéo quand on est enfant et en suivant une thérapie tu associerais du coup le jeu vidéo à une chose bénéfique. Concrètement en fait la question c'est justement une ouverture qui va être bonne du coup pour toute cette soirée, c'est est-ce que finalement le jeu vidéo ne devrait pas être mieux encadré dans une éducation thérapeutique, si on peut dire, pour une globalité et pas juste sur des cas particuliers. En soi, c'est sûr que ça part d'une bonne intention, sachant que les thérapeutes qui utilisent cette pratique veulent aussi un peu promouvoir cette pratique, dans le sens où justement comme leur cible c'est avant tout des familles, et que les jeux vidéo c'est souvent les parents qui en achètent pour leurs enfants. Les enfants ils jouent surtout à un usage personnel comme objet de divertissement. C'est vrai qu'au premier abord on va pas penser le jeu vidéo comme un support bénéfique comme ça. Ça serait réfléchir un peu plus loin que sa nature initiale, qui est du coup de servir le divertissement, sachant que le divertissement lui-même est bénéfique, on va dire, sur nous. Mais je saurais pas dire si c'est découvrir un jeu vidéo, découvrir les jeux vidéo grâce à ces procédés. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait comme conséquence. Je pense que c'est plutôt c'est pas plus mal de les voir survenir pendant en fait. Après c'est sûr que quand on est mis aux jeux vidéo pour la première fois, c'est un peu au jour la chance, en se disant que est-ce qu'on va avoir des parents conciliants, ou est-ce que on va se faire les jeux vidéo vont se faire bâcher. C'est un peu de l'aléatoire quoi. Mais de manière idéale, si ça pouvait rassurer toutes les familles, oui, surtout les plus réticents à acheter des jeux pour leurs enfants quoi. Ok, très bien. J'ai noté du coup ta question à Memilia, je la poserai un peu plus tard parce que c'est justement une question que je vais pouvoir utiliser quand on va pouvoir traiter cette première question justement que je vais te poser. C'est est-ce que tu as déjà un corpus qui est en place, parce que on voit que tu as déjà borné ton sujet, parce que comme tu l'as dit, tu vas t'intéresser à la médiation numérique, donc notamment de jeux vidéo en France, ce qui est une très bonne chose. Ça va être sur actuel évidemment, parce que on va pas prendre forcément les théories des années 20, parce que ça n'aura pas forcément trop d'intérêt pour le jeu vidéo. Mais du coup, une fois que tu as borné ton sujet spatialement et temporellement, est-ce que tu as un corpus, c'est-à-dire une liste de quelques jeux que tu vas étudier dans ta recherche? Éventuellement, c'est surtout les jeux que j'ai rencontrés dans les articles que j'ai lus, que ce soit pour les jeux d'actualité. J'avais cité Fable tout à l'heure, mais Fable c'est quand même plutôt plus proche des débuts 2000 que 2021, c'est sûr. Après, c'est vrai que
je vais utiliser sûrement beaucoup Zelda Breath of the Wild, qui du coup a été a été très bien noté, pas seulement en tant qu'un épisode Zelda, mais même pour des non-connaisseurs. Je pense que les gens, à l'unanimité, ont dit que ce jeu-là, il est vraiment fabuleux, quoi. Pour son côté immersif et de ce qui permet aux joueurs, en fait. C'est parce que du coup il permet beaucoup de marge d'indépendance et de pratique, où contrairement à d'autres jeux, on n'est pas vraiment sur une ligne définie par les développeurs en mode on suit un point A à un point B, même si vous mettez des graphismes ou des décors pour faire croire le contraire, on voit les ficelles. Là, pour Zelda, tu mets ça entre les mains d'un jeune joueur ou même juste de quelqu'un qui le découvre. Il va se faire les mains dessus sans pour autant jouer de la même manière qu'un autre joueur. C'est statistiquement improbable quand même. Mais après, les jeux de rôle en général, je pense, même les MMORPG, qui du coup donnent beaucoup de il laisse le joueur en fait faire ce qu'il veut, quoi. Il lui laisse le contrôle, parce que c'est surtout cette idée-là qui est mise en valeur, c'est que le jeu vidéo, il est censé comment dire, il est censé t'imposer de la difficulté, du défi, donc tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir être habile sur tes contrôles. Enfin, c'est un travail sur toi-même. Tu vas essayer de redoubler d'efforts, et donc tu vas donner de toi-même en fait. Comme si justement le personnage que tu incarnes c'était toi justement. Sachant que là je parle des jeux de rôle, mais même des first person shooters, enfin des FPS, ça joue, même si ça montre une thématique différente qui est de flinguer tout ce qui bouge. Il y a aussi cette notion là de prendre le contrôle d'un avatar. Ok, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à te dire, ou du coup on va commencer à réagir à tout ça? Parce que ça fait déjà pas mal de trucs dont on va parler. Non, pas en particulier. Non, je pense que Ok. ça se redéveloppera par la suite. Ouais, je pense, notamment avec le chat, surtout n'hésitez pas, même encore là, à parler, à donner vos avis, redonner des questions si jamais, de toute façon je les noterai, y a pas de souci. Moi déjà, s'il faut que je dise une première chose, c'est que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant, qui est quelque chose qu'on a déjà souvent vu, qu'on a déjà vu, donc sur lequel en plus c'est bien parce qu'il y a de la matière, c'est pas un sujet trop spécifique, et c'est peut-être la première critique que je vais faire, c'est essayer de, comme tu l'as dit, ça a commencé très 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 large, ce qui est très bien, parce qu'il faut toujours commencer large dans une recherche, mais essayer peut-être de l'affiner sur un point plus précis, parce qu'effectivement, le jeu vidéo en termes de thérapie, c'est quelque chose qu'on évoque depuis le début des années 2000. Il y a notamment une personne dans le chat, je sais plus qui a donné l'exemple, mais effectivement, Game One, à l'époque, la vieille époque de Game One Level 1, avait fait une émission avec un psychothérapeute pour parler de son expérience thérapeutique du jeu vidéo avec certains patients, mais c'était encore quelque chose d'assez novateur à ce moment-là. C'était quelque chose qui était au balbutiement, sur lequel il y avait quand même pas mal de controverses, encore une fois. Chose qui a même d'ores et déjà évolué. Donc déjà, premier point, c'est essayer d'affiner ça un peu plus, mais encore une fois, c'est très bien d'avoir déjà toutes ces informations, parce que comme je le dis très souvent dans une recherche, plus vous avez d'informations, plus il sera facile ensuite de les ordonner par rapport à un point précis, puisque vous avez déjà eu une vision assez large. Donc c'est ça qui va être déjà très intéressant. Par contre, il y a une deuxième chose qui me tique un petit peu, c'est que justement, par rapport au master dans lequel tu es, à la formation dans laquelle vous êtes avec Foufi, avec d'autres aussi qu'on connaît,
Ton sujet, si je ne sais pas que tu es dans ce master, j'ai l'impression d'avoir un master, un mémoire de M1 d'étudiants en psychologie. Parce que c'est extrêmement précis par rapport au domaine psychologique. J'ai bossé en plus 1 an en psycho, j'ai ma soeur qui faisait de la psycho, j'ai ma mère qui a été secrétariat en Oh psycho. putain. Donc ouais, la psychologie, ça m'a toujours plus ou moins parlé. J'avais même fait un reportage dans un CMP, donc un centre médico-psychologique, Oh putain. pour des stagiaires, etc. Donc ouais, effectivement, ton sujet, il me parle bien, parce que effectivement, c'est sur des domaines que j'ai déjà plus ou moins vu sur certains trucs. Et en fait, c'est ça le gros problème que là, il y a, c'est le fait que tu t'attaques peut-être à quelque chose qui, pas te dépasse, mais qui, sur lequel, eh bien, va falloir explorer énormément sur un domaine que t'as peut-être pas forcément vu, parce que tu m'as déjà dit que tu avais fait une licence, que je note, donc dans les technologies de l'accessibilité. Donc t'as Licence sur... MIH, mathématiques, MIH. informatique, sciences humaines et sociales. D'accord. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as déjà eu une formation, donc effectivement, sur les technologies, l'accessibilité et tout ce domaine-là, mais sur la psychologie, tu l'as dit, même dès le début, t'avais peut-être l'air perdu, etc. Mais là, c'est sur quand même quelque chose qui est très pointilleux, très précis, puisque c'est lié à beaucoup de choses qu'on apprend notamment en psychologie, par exemple. La première différence, ça va être sur... Qu'est-ce qu'un thérapeute concrètement? C'est quoi la différence, par exemple, entre un psychologue clinicien, un psychanalyste, un psychiatre? Il y a plein de différences comme ça, et notamment ce travail qu'on fait, alors justement Obsailine, qui était dans le chat, pourra en reparler très bien, mais en général, ce genre de travail, c'est plutôt quelque chose qu'on fera avec un psychologue clinicien, pas forcément dans n'importe quelle condition. Donc, il y a déjà ce genre de choses qu'il faut connaître, qu'il faut appréhender, et il faut bien définir surtout quel est le patient et quel est le thérapeute. Parce qu'en fonction du coup des différentes personnalités, notamment du thérapeute, on saura quel est le travail effectué avec le jeu vidéo. Parce qu'un psychanalyste va pas forcément avoir le même rapport en termes de son patient que va avoir un psychologue clinicien. Donc ça va être très intéressant justement de faire le rapport entre tout ça. Et après, au-delà de ça, là, pour l'instant, effectivement, ça va être sur... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, effectivement, qui ont dû émerger, qui sont toutes super intéressantes sur, effectivement, peut-être ce phénomène de nostalgie, sur les effets que ça peut donner sur, eh bien... certains patients plutôt que d'autres, voire aussi sur l'aspect, on l'a dit, de bien-être qui peut s'apporter aussi bien à des personnes en difficulté, que ce soit sur des troubles qu'ils ont déjà, que ce soit, alors je crois que je l'avais noté ça du coup, des troubles scolaires, des troubles de famille, de la perte de confiance, donc de la schizophrénie, ce qui est très intéressant, et en plus le fait que ça puisse aussi s'appliquer ce bien-être sur eh bien, des personnes qui n'ont pas justement ce genre de soucis. Encore une fois, ça, c'est à voir peut-être soit sur eh bien, la construction psychologique qui est faite avec le jeu vidéo, soit sur les conséquences de toutes ces causalités, en fait. Donc ça, c'est aussi ce qu'il va falloir peut-être essayer d'approfondir, c'est qu'est-ce que tu as envie, justement, d'approfondir. Est-ce que c'est sur le côté travail en lui-même thérapeutique, ou est-ce que c'est sur les effets et tout ce qui se découle des causalités en fait? Parce que si on doit traiter les deux, déjà c'est un sujet de psychologie qui en plus a ses patates, et c'est un sujet qui demande deux approches très différentes, à savoir sur la construction psychologique et le phénomène social globalement, sur comment est-ce que tout ça va être perçu. Qu'est-ce que j'avais noté? Tac tac tac. Ensuite, oui, ça c'est sur les jeux aussi. À un moment, tu disais, est-ce que, enfin, c'était la question qui était posée, est-ce qu'il y a des jeux qui ont été développés du coup dans un but d'apaiser? Il y en a eu effectivement, puisque le jeu vidéo, c'est un média sur lequel on peut utiliser des outils pour de la thérapie. Il y en a eu, je saurais pas forcément tout citer là de tête les jeux. Il y en a un dans le chat quand même qui m'a cité Hellblade, et je crois effectivement que ça fait partie. Eh bien, non, c'est pas Hellblade, je sais plus lequel c'est. Alors, je crois que c'était Ico tout simplement que j'avais vu passer. Forcément, ouais. Je tombe sur des clips, etc., qui ne me correspondent pas, donc tant pis, je vais pas vous montrer d'image. Mais ça a l'air d'être du R&B en plus, hors de question. mais ça va être très intéressant justement de avoir un corpus qui soit sur déjà des jeux qui sont
Comment? Alors Hellblade, oui, mais j'ai pas dû tomber sur le bon Hellblade, c'est pour ça que j'ai dû arrêter. Mais d'une part, donc, traiter des jeux qui sont purement à but thérapeutique, parce qu'il faut savoir, on ne sait pas forcément, mais la recherche en France dans les nouveaux médias, et notamment le jeu vidéo, sont très approfondies. Que ce soit sur notamment la VR, j'ai pu avoir l'occasion de voir des chercheurs travailler dessus dans la médecine, sur eh bien, les bienfaits de reconstruction, que ce soit psychologique ou alors de psychomotrice, enfin tout ce qui est psychomotricité sur eh bien, ce que peut apporter la VR. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faites là-dessus, et pour le jeu vidéo, il y en a eu aussi, il y a eu des jeux vidéo construits pour ça, et donc dans ton corpus, peut-être ajouter ces jeux-là, ça peut être très intéressant, mais également avoir des jeux qui n'ont pas ce but premier, mais qui peuvent développer, comme tu l'as dit, et ça, il y en a plein, il y en a vraiment énormément, et après, est-ce qu'ils sont tous exploitables? Eh bien, il faut du coup déjà essayer de les identifier. Par exemple, tu m'as cité Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est pas un jeu à part. Déjà, c'est pas un Zelda traditionnel, donc certains disent que ce n'est absolument pas un Zelda, ça c'est pas un avis qu'on doit se faire, parce qu'en tant que chercheur, on ne doit pas faire de jugement de valeur. Et ça c'est très important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zelda Breath of the Wild, il doit être étudié tel qu'il est. Il est un Zelda non traditionnel puisqu'il s'ouvre sur eh bien, une idée beaucoup plus contemplative, effectivement, sans objectif fixe, sans map fermée. On est vraiment sur... sémiologiquement parlant, la définition d'un monde ouvert, hein, une carte sur laquelle il n'y a pas non plus un chemin suivi, on peut très bien partir directement battre le boss, on peut aller faire les créatures divines, ou faire les différentes quêtes qu'il y a à travers la map. Définition d'un monde ouvert. Mais après, est-ce que ce jeu-là, concrètement, apporte quelque chose de plus que d'autres jeux contemplatifs? Ou est-ce qu'il y a d'autres jeux contemplatifs qui apportent justement quelque chose? Eh bien ça, cette barrière-là, elle va se faire au travers de quelque chose, ça va être le gameplay. Puisqu'en fait, pour avoir quelque chose de thérapeutique, il faut que ça soit quelque chose qui puisse parler à un profil qui n'est pas forcément celui d'un gamer. On en parlait aussi plus tôt, puisqu'on disait... est-ce qu'un type de personne va être plus réceptif que d'autres à cette thérapie? Oui. Et ça se joue par rapport à son habitude de jeu, sa familiarisation par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer simplement à des jeux mobiles, genre Candy Crush, Summoner's War, ou à des jeux de course, ou du FIFA? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui derrière va avoir quelqu'un qui va jouer à des jeux de combat par exemple qui demandent une grosse motricité, et en plus sur cette chaîne on parle beaucoup de jeux de combat, donc l'exemple n'est pas là pour rien, mais on peut aussi parler des RTS, des FPS qui sont des jeux très techniques qui demandent vraiment un apprentissage littéralement. Donc déjà c'est des profils très différents, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Breath of the Wild notamment est un jeu contemplatif qui demande malgré tout, comme beaucoup de AAA aujourd'hui, eh bien un savoir-faire en termes de jeu. Il faut savoir jouer avec une manette en main, il faut savoir du coup comprendre les différentes mécaniques qui sont pas expliquées au début du jeu. On nous dit pas, il n'y a pas de tuto dans Breath of the Wild pour nous dire on va comme ci, comme ça, etc. Donc c'est pas un jeu qui est forcément adapté sur une idée contemplative. On a un exemple qui est donné par Yukijo, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui nous donne Journey. Journey a cette idée-là, et plus que Journey, moi c'est un autre jeu qui est un peu moins connu, mais qui s'appelle Flowers, qui est fait par les mêmes éditeurs que Journey, si je dis pas de bêtises, et qui a cette idée vraiment très, très relaxante. On joue des pétales de fleurs, je peux même, celui-là, il n'y a aucun souci, je peux vous le montrer, et où il n'y a pas de gameplay de créer, puisque le gameplay c'est simplement le stick qui va faire bouger justement ces pétales, la caméra qui peut s'orienter d'elle-même, ou alors on peut jouer avec celle-là. Et encore, je parle du stick parce que c'est sur les versions standards, mais sans ça c'était la DualSense, si je dis pas de bêtises, le nom de manette PS3 que j'ai pas là ici, mais vraiment on bougeait avec la manette, donc ça faisait qu'il y avait même pas besoin d'apprendre les contrôles étaient donnés d'évidence dans le jeu. Je vais juste vous montrer ce jeu vite fait. Si jamais j'arrive à montrer ça, hop, je vais juste vous couper la musique, tac, et puis hop, je vous lance, hop, c'est ici, voilà. Donc on a un exemple, je vais pas montrer tout le jeu, je vais notamment montrer la petite scène d'intro, ça c'est une chose. Puis voilà, on a cette petite pétale qui est là, avec la manette on va pouvoir DualSense, voilà, merci du coup. De confirmer. On a tout cet univers assez onirique, c'est des niveaux, c'est pas forcément cette idée de monde ouvert à chaque fois, mais on a cette idée de juste planer avec la musique qui a d'ailleurs une relation de synchronie,
Donc ça, au niveau de la construction de jeux vidéo, c'est aussi un point qui peut être très intéressant à développer, c'est comment sont construits les jeux vidéo pour avoir un lien thérapeutique. Parce que le son et l'image, donc c'est-à-dire vraiment ce rapport de synchronie, est extrêmement important pour ce genre de jeu, mais ce genre de jeu, alors l'exemple est terminé, on voit à peu près à quoi ça ressemble, mais ce genre de jeu, c'est des jeux justement contemplatifs. Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas des jeux thérapeutiques qui ont l'effet totalement opposé? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très con, des jeux comme Call of Duty. Et pourquoi Call of Duty, c'est un exemple qui peut être très intéressant, c'est parce que ce sont des jeux... Alors, il y en a d'autres, je peux citer Doom, je peux citer n'importe quel jeu qui va être très nerveux. Et bien, pour certains thérapeutes, ça va être des jeux très intéressants sur certains profils types, à savoir des profils de joueurs qui ont peut-être une frustration, quelque chose qui ont besoin d'extérioriser à travers un média qui va leur donner un phénomène qui est le phénomène de catharsis. Ça a été prouvé sur des expériences que effectivement de faire jouer à quelqu'un un jeu violent sur lequel on fait des choses absolument affreuses, qui soit très très nerveux, eh bien on va avoir la tension qui va monter pendant la durée pendant le jeu, évidemment, parce qu'on va créer de l'endorphine, de l'énervement pour être dans la réactivité de ce qu'on nous demande de faire. Et puis par la suite, 10 minutes après la séance de jeu, eh bien il se trouve que la tension redescend après le jeu, mais descend en dessous du seuil normal. Pendant 1 heure, 2 heures à peu près. Ça a été prouvé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi... il faut faire attention à la catharsis et à l'énervement. Parce que c'est 2 choses très différentes. De s'énerver sur un jeu, là, pour le coup, ça va créer... je sais plus quoi dans le corps, j'ai plus le nom du truc, de ce que ça crée, tant pis. Mais qui, lui, pour le coup, pour être évacué, ça va être beaucoup plus difficile. La catharsis, autrement, c'est... extérioriser sa colère, c'est-à-dire que là vraiment on la rejette à travers un média dans lequel on est actif, et ce mot-là c'est très important dans le jeu vidéo puisque c'est un média actif, on a, c'est nous qui faisons l'histoire, c'est nous qui faisons les actions, on ne se laisse pas entraîner par quelque chose, à l'inverse du cinéma, de l'endorphine. Ouais, non, je crois plus que c'est de l'endorphine, je sais plus, j'ai un doute là d'un coup, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais concrètement, dans la catharsis, vu qu'on fait que extérioriser finalement, eh bien ça va faire en sorte que, on expurge notre corps de tout ça, et à la fin, on va se sentir apaisé. Donc ça, c'est des exemples notamment d'effets du jeu vidéo, et surtout de jeux totalement différents, et de jeux qui ne sont pas pensés pour ça du tout, parce que évidemment, la mère de famille qui paye à son fils de 12 ans le Call of Duty, je pense pas que ce soit pour des effets thérapeutiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant, c'est sur le point de vue de l'éducation, parce que... évidemment que parler de thérapie, on pense à un thérapeute, mais il y a aussi cette relation parent-enfant, puisque là, on traite notamment, donc tu l'as dit, des jeunes. Jeune est aussi un terme à définir, vu que en psychologie, il y a 3 niveaux de psychologie. Il y a la psychologie de la petite enfance, la psychologie de l'enfant-adolescence et la psychologie de l'adulte. Ce sont 3 psychologies qui sont très différentes et qu'il faut bien définir. Donc si tu parles des jeunes, du coup c'est de la psychologie... Alors je sais plus comment on appelle ça, c'est psychologie... non, c'est pas juste adolescence, j'ai plus le nom de cette psychologie. Ça va m'énerver. Tant pis, elle est partie, elle est oubliée. Mais du coup, savoir, est-ce que on va vraiment traiter de l'adulte, est-ce qu'on va vraiment traiter de l'enfant, ça c'est déjà très important, puisque ça va être vraiment sur des enjeux qui vont être extrêmement différents, parce que un mal-être adulte ne va rien avoir avec un mal-être enfant. Un mal-être adulte, ça peut être par rapport à une pression sociale, qui va être le travail, qui va être... tout ce qui va être les impôts, tout ce qui va être administratif, etc. L'enfant, ça va être la pression sociale, surtout liée à la pression scolaire, à la pression des parents, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant aussi déjà de base de cadrer par rapport à ça, parce que déjà ça t'évince de beaucoup de trucs qui peut-être te dépasseraient, là où justement tu te dis bon finalement j'ai juste à traiter ça et ça va être largement mieux. Et donc je crois qu'il y a pas mal d'écrits qui ont été faits là-dessus. Je remonte un petit peu le chat par la suite après et je vous reprendrai. Il y avait quoi d'autre? Aussi un point qui peut être intéressant, mais est-ce que ça tu as envie de le mettre dans ta recherche ou non? C'est sur des cas, comme tu l'as dit, de personnes qui ont des handicaps moteurs.
Je pense notamment là, bah, le premier qui me vient en tête, parce que tu as cité PPMD, effectivement, qui est atteint d'autisme, et de quel type je sais... De quoi? Mewtwo King. Mewtwo King, ouais, mais qui est atteint d'un autisme, je sais plus lequel. Le syndrome d'Asperger. C'est Asperger, ah oui, c'est vrai, merci. Mais par exemple, voilà, tu l'as dit, est-ce que voir sur des personnes qui ont des handicaps moteurs, le premier que j'ai en tête c'est Broly Legs, alors ça parce que je le connais d'histoire, alors je fais l'anecdote avec lui parce que je la trouve absolument formidable, c'est quelqu'un donc en fait qui joue avec sa joue. Il utilise sa joue avec des capteurs qu'il a posés sur sa manette pour pouvoir jouer à du jeu de combat. Et sachez que c'est quelqu'un qui est d'ailleurs très fort, hein, faut quand même pas le sous-estimer, qui jouait à Street Fighter 4 à l'époque, mais bon, ça c'est pour la parenthèse. Mais est-ce que du coup ton sujet va intégrer ce genre de handicap, ou est-ce que tu vas vouloir te spécifier à des personnes sur qui n'ont aucun souci de santé particulier? Ça, je pense que ça va être très important parce que tu risques peut-être de te disperser si jamais tu te spécifies pas sur l'un ou l'autre. Parce qu'encore une fois, traiter du handicap et du jeu vidéo, c'est d'autres enjeux bien différents que on a sur des personnes dites normales, et je mets des gros guillemets là-dessus. Évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si vous voulez un très bon exemple, d'ailleurs, c'est Philou Esports. Je suis sûr que tu as vu ça passer ces quelques semaines. Est-ce que tu en as entendu parler de Philou Esports? Ça me dit rien, non. Alors je vais vous montrer ça du coup parce que c'est extrêmement intéressant. Hop, je vais prendre l'article de jeuxvideo.com et je vais vous montrer. Alors donc Philou Esports, pardon, c'est un joueur, un très grand joueur qui est handicapé. Alors j'ai plus la nature exacte de son handicap, donc je pourrais pas vous dire là, mais notamment je crois qu'il est muet, il peut pas parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en lien avec deux associations qui, je suppose, dans l'article, voilà, donc avec Cap Game France et Xbox, ils ont mis au point une manette universelle qui peut en fait s'adapter à différents types de handicaps, parce que c'est le plus gros problème qu'on a avec les handicaps, c'est que un handicap peut être très différent d'un autre, même en étant du même genre en fait. Donc c'est très problématique puisque chaque personne est très différente, et cette manette là c'est justement plus ou moins une révolution quand même, parce que ça permet de rendre accessible avec un média universel, le jeu vidéo, à des personnes qui peuvent avoir des difficultés plus ou moindres en fonction des différents types de handicap et des différents types de personnes aussi, puisqu'encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui est très intéressant là-dessus, c'est justement ce rapport au jeu vidéo par rapport à ces personnes handicapées, mais comme on le voit là, c'est vraiment tout un pan qui est très complet, qui est très profond, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire qui sont super intéressantes, mais là, c'est aussi la question que je te pose, est-ce que toi, tu veux traiter de tout ce domaine-là, sur lequel, encore une fois, il faudra peut-être axer ton sujet par rapport à tout ça, et pas simplement faire une thérapie globale, que ce soit sur ceux qui sont en bonne santé et ceux qui soit sont sur des problèmes de schizophrénie, de problèmes familiaux, etc., et qui ont un besoin de suivi psychologique, ou est-ce qu'on va carrément sur des handicaps, et dans ce cas-là, c'est vraiment, tu le vois, trois trucs qui ont des enjeux très différents, et je pense que tu risques de te perdre, et que ça doit faire peut-être beaucoup pour un mémoire de M1, si jamais tu dois traiter des trois à la fois. Ouais, clairement la partie, handicap moteur, ouais, elle a été isolée en amont du processus d'élaboration, on va dire. Parce que c'est vrai que Microsoft, qui investit beaucoup pour justement des contrôleurs adaptés, etc., il y a beaucoup de détails dedans, mais ça impliquerait de s'intéresser au côté un peu marchand et constructeur du jeu vidéo, qui est pas forcément qui s'éloigne, par exemple, de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, où on dit qu'on utilise un jeu vidéo pas forcément pour ce qu'il apporte en tant que produit, mais de ce qui cache en fait derrière son usage. Donc c'est peut-être aller forcément vers le détail de je ne sais quel studio de développement ou de je ne sais quel éditeur, ça sortirait en effet des rails qui sont du coup des enjeux différents en effet.
On a une question aussi que on a posée précédemment, je vous ai dit, hein, je les note, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'à vouloir créer des jeux pour un but thérapeutique, on ne finirait pas par créer un jugement de valeur entre les bons jeux et les mauvais? Je vais te laisser répondre d'abord, et avoir ton avis en premier, puisque ça reste ton sujet. Euh, Bah, après, il faut pas non plus que tous ces jeux englobent tout le marché des jeux vidéo, bien entendu. La principale, j'allais dire principale devise. Le principal intérêt, c'est avant tout de divertir le plus grand monde. Et on va dire que ça part un peu c'est un peu un but en second plan de vouloir apporter de la valeur ajoutée sur des problématiques qui sont autres que juste du gaming. Ensuite, même de base, considérer un jeu bon ou mauvais, je pense pas que ça dépende particulièrement de. Je pense pas que ça aura beaucoup d'impact sur si on doit dire si un jeu est bon ou pas en fait. Non, je suis d'accord. En fait, c'est que dire qu'un jeu a un but thérapeutique, c'est un processus créatif qui est mis en place. C'est pas simplement faire en sorte que le jeu soit bon ou mauvais et à la fin de dire que le jeu est bon ou mauvais. C'est simplement faire en sorte d'utiliser des outils psychologiques dans le média vidéoludique afin de pouvoir faire interagir le patient, du coup, qui va pouvoir essayer de se construire son suivi psychologique grâce à ça. D'ailleurs, c'est un point et qui me permet de faire une très bonne transition, c'est que, par exemple, tu parlais sur ton campus de jeux, tu parlais notamment des jeux de rôle. Je sais pas si tu sais d'ailleurs, mais on utilise déjà les jeux de rôle. Alors, quand je parle des jeux de rôle, je parle pas des jeux vidéo de rôle, je parle pas forcément non plus des jeux de rôle papier, quoique ça se fait aussi très rarement, mais vraiment, cette idée de jeu de rôle, effectivement, est quelque chose qui est très important en psychologie, puisqu'effectivement, ça donne cette idée d'interaction, et surtout, on se met dans la peau d'un personnage sur lequel on peut se permettre de nouvelles choses, puisque, dans certaines thérapies, ça permet à la personne de sortir de son soi et de faire en sorte d'interagir autrement. Ça peut faire réveiller d'autres émotions, d'autres choses. Un meilleur exemple, ça va être sur les introvertis. Le jeu de rôle permet pour pas mal d'introvertis de pouvoir s'exprimer pleinement, de pouvoir être vraiment soi-même. Alors certaines fois ça marche très bien, d'autres fois ça marche pas beaucoup. Le meilleur exemple c'est ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur est très introvertie, et quand elle est dans un jeu de rôle, elle reste introvertie, parce que elle reste soi-même finalement. Elle va jamais jouer à un gros barbare bourrin et commencer à gueuler, à insulter ses potes, parce que même si elle n'est pas dans son soi, malgré tout, elle reste elle-même, et elle reste en phase avec elle-même, si je puis dire. Donc, encore une fois, et ça c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que tout ce qui est thérapie, etc., c'est pas universel. Il n'y a pas de thérapie universelle, ça c'est pas possible. Ce que je voulais rebondir, c'est que oui, en effet, peu importe qu'on incarne une autre personnalité, on met de notre personnalité dans ce personnage, même si ce n'est pas notre nous de tous les jours. Et je vais faire une petite liaison aussi peut-être avec les jeux de combat, c'est que par exemple dans les gens qui suivent la scène compétitive de manière assez précoce, ils vont forcément vouloir jouer comme des joueurs pros en se disant ouais, je veux faire comme lui, je suis sûr il y a moyen, en se disant que forcément parce que les résultats sont là. Sauf que on met de soi dans notre gameplay, même si on tient à suivre un tutoriel ou un guide qui nous permet d'être meilleur, on peut pas devenir quelqu'un d'autre ou jouer comme quelqu'un d'autre. C'est aussi un autre exemple. C'est récemment, on me parlait beaucoup de World of Warcraft. Et quand je regarde quelqu'un jouer à World of Warcraft de manière contemplative, en mode on me dit ouais, je pourrais passer des heures dans la même zone sans pour autant avancer, ça me divertit, tu vois. Et forcément, vu que ce n'est pas ma manière de jouer ou ma conception de jouer, ça me semble étranger, parce que moi je me dis un jeu, il faut exploiter ce que le jeu a à t'offrir en
En mode, je sais pas, si t'as fini, enfin, les 5%, si tu loupes, je sais pas, 15% du jeu, tu n'y parviens pas parce que tu restes bloqué dans une zone, sauf que finalement, on n'a pas les mêmes objectifs. Ça, c'est très important. Ouais, en plus, tu fais bien de relever ça, puisque dans une recherche, il faut faire très attention à ne pas avoir ce qu'on appelle un avis ethnocentriste. C'est-à-dire essayer de regarder, d'avoir un regard sur ce qui nous entoure en nous basant sur notre perception de base. Et ce que tu dis là, c'est très vrai. Hein, ces personnes qui voilà, trouvent de la contemplation dans des MMORPG, il y a WoW, il y a Guild Wars 2, là, il va y avoir, enfin, il y a eu Monster Hunter World, par exemple. À ce genre de jeu, effectivement, certains vont avoir un objectif totalement différent parce que ils n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes buts en termes de jeux vidéo. En plus, on connaît tous les deux cette personne là, qui est dans ta promo aussi, à savoir Andrea, à qui on lui fait un gros big up, mais qui elle, c'est exactement ça. Et, on en parle très souvent parce que c'est un jeu qu'on aime énormément qu'est Guild Wars 2, mais effectivement, elle n'est pas sortie pendant des mois d'une zone qu'il y a dans ce jeu, simplement parce qu'elle s'y sent bien, parce que c'est quelque chose de très ouvert, etc. Et je vais pas détailler évidemment ça. Sa façon de penser, etc., puisque on rentre peut-être dans le cadre privé, c'est pas notre intérêt ici, mais on a vraiment cet exemple de personne qui va trouver un intérêt dans le jeu vidéo, par le biais du jeu vidéo, et qui va du coup pouvoir retrouver un objectif qui n'est pas forcément celui du jeu vidéo, mais simplement un objectif de bien-être que le jeu vidéo va pouvoir apporter. Et c'est aussi ça qui va être très intéressant peut-être aussi dans la recherche, c'est de borner à ce niveau-là en disant que tout jeu peut avoir un but thérapeutique, puisque toutes les personnalités sont différentes, et que effectivement certains jeux vont avoir plus de résonance, parce que là vraiment on peut parler en termes de résonance entre le jeu et la personne. Certains vont avoir une harmonisation qui va très bien se faire et que ça va très très bien matcher, et d'autres ne vont absolument pas être sensibles à tout ça. Meilleur exemple, voilà, ça va être quelqu'un à qui je vais faire jouer à Flowers. Putain, mais quelqu'un il va faire mais c'est nul, il se passe rien, c'est à chier. Et d'autres, au contraire, ils vont peut-être limite avoir la larme à l'œil, et ça peut être pour beaucoup de jeux. Certains jeux, évidemment, me faites pas dire ce que je veux pas dire. Si on fait jouer à quelqu'un à FIFA, il est très rare que le mec il pleure juste parce que il trouve que la pelouse elle est bien faite. Voilà, on est d'accord. Évidemment, j'ai rien contre FIFA, j'adore ce jeu, c'est pas le problème. Mais en termes de thérapie, effectivement, c'est très rare que des jeux comme FIFA, je suis désolé de prendre ce jeu en exemple, mais c'est très rare que ça développe quelque chose d'un point de vue psychologique. Même au niveau des simulations, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose aussi à creuser. Parce que c'est vrai que là, j'abordais beaucoup le cas des jeux où on incarne un avatar, donc forcément, ça va être des choses qui ne sont pas réelles, ou alors qui ne sont pas à notre portée. Et même avec... tout dépend évidemment du profil, mais avec, par exemple, je sais pas, des jeux de course, vu que là, tout à l'heure... pour les jeux de sport, c'est vrai que j'ai quand même on pourrait considérer les jeux de sport comme de la simulation aussi, en soi. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser selon comme tu dis, si ça fait monter ta tension, est-ce que tu as de l'adrénaline, est-ce que tu vas commencer à transpirer en jouant. Je vais prendre juste quelqu'un dans le chat qui nous dit « Le classement des jeux selon qu'ils soient bons ou mauvais, quoi que ça veuille dire, c'est déjà une norme. Rien que JVC, donc jeuxvideo.com, qui vient d'être montré, juge toujours les jeux de 0 à 10. Je ne vois pas pourquoi le fait de créer des jeux thérapeutiques pousserait encore plus dans ce sens. Les jeux thérapeutiques d'ailleurs seront jugés par rapport à leurs objectifs propres, à savoir la thérapie. Je suis d'accord, mais tu oublies une chose, c'est qu'on est là sur un point de vue journalistique. Ce qui là ici, pas que ça nous intéresse pas, mais en tant que chercheur, on ne doit pas avoir cette idée-là. Encore une fois, quand on parle ici de jeux thérapeutiques, ce n'est pas une catégorisation socioculturelle, c'est simplement
eh bien, ça fait partie du processus créatif qui est dans cette idée-là. L'idée, c'est pas de dire qu'on va faire un jeu vidéo thérapeutique pour le vendre, etc. C'est des jeux, clairement, mais qui ne sont pas commercialisés des fois, hein, qui existent et qui sont utilisés simplement à des fins thérapeutiques. C'est des buts qui sont créés, et le terme thérapeutique n'est pas un terme de catégorisation socioculturelle, c'est juste un terme médical, simplement, pour dire, bah, voilà, ce jeu va servir dans ce cadre-là. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention aussi, c'est quand on prend des avis journalistiques. Ça peut être très intéressant, notamment quand on fait des études sociologiques, puisque ça nous permet effectivement d'avoir ce rapport social. Ah bah oui, pourquoi on a un bon jeu là, pourquoi on a un mauvais jeu là, qu'est-ce qui fait que c'est un bon jeu, un mauvais jeu, tout ça, etc. C'est quoi? Et ça peut être extrêmement intéressant. Mais là, on serait dans un cadre d'études sociologiques sur, eh bien, des avis journalistiques, des avis même de population, qu'on va faire avec notamment ce qu'on peut avoir comme des sondages, comme des études, notamment pour le jeu vidéo. On a la chance en France d'avoir le CEL. Et Dieu sait que je dis pas ça pour me faire une petite auto-promo, hein. C'est le syndicat simplement du jeu vidéo qui font des excellentes statistiques, hein, sur le jeu vidéo, sur les différents supports sur lesquels c'est fait, sur les jeux les plus vendus, etc. Je vous conseille d'aller visiter leur site, c'est vraiment excellent. Mais effectivement, là on est vraiment sur des rapports chiffrés sur, effectivement, là on n'est pas pour dire que tel jeu, voilà, va être plus comme ci, plus comme ça. Là, on prend vraiment les faits, et les faits sont les suivants. Mais là, encore une fois, c'est sur des avis sociologiques qui, là, en l'occurrence, pas que ça nous intéresse pas, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la recherche, en tout cas là pour l'instant, à mon avis, de Jérôme, puisque là, on va être déjà beaucoup plus sur, à mon avis, 3 points qui vont être assez importants. Le premier, c'est déjà de définir actuellement, l'écosystème qui tourne autour, du jeu vidéo qu'on dit thérapeutique. Alors, qu'est-ce que ça implique là-dedans? Quel est le processus créatif autour, et surtout qu'est-ce qui peut être un jeu thérapeutique, puisque un jeu à effet thérapeutique, c'est peut-être même plus clair, je pense, dit comme ça, parce que ça le catégorise moins de parler des effets plutôt que de l'appellation du jeu en lui-même. Mais on en parlait tout à l'heure, alors que c'est Amemiya qui parlait de Rime, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Majora's Mask, les deux ont ce point commun de jouer sur les 5 étapes du deuil de la mort de Kubler-Ross. Je vous invite à aller regarder ça, c'est très intéressant. Et je vous invite même à aller regarder cette vidéo que je vais vous retrouver tout de suite, qui est faite par Creepy As Shit. Voilà, le nom, hein, évidemment. Tac, je vais juste vous le montrer très vite fait, parce que c'est des amis, c'est des gens super cool et tout. Et donc, du coup, qui font des vidéos qui expliquent la peur en lien avec un jeu vidéo, et qui notamment prennent le cas de Majora's Mask pour la sélénophobie, la peur de la lune, littéralement. Et ils ont tout un point sur Kubler-Ross. Voilà, on le voit ici, déni, colère, marchandage, tristesse et l'acceptation, qui est juste après. Voilà. Donc je vous conseille cette vidéo, voilà, c'est le petit placement, c'est une demi-heure, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations. On nous parle évidemment du creepypasta, Majora's Mask et autres, mais bon, ça c'est une autre histoire, ça ne nous concerne pas. Creepy As Shit, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le premier point déjà de base, je pense, qu'il y a à voir, c'est vraiment l'écosystème autour de tout ça. Deuxième, et après, donc tu vas voir, le deuxième point, c'est concrètement, attends que je reprenne mes notes rapidement. C'est le lien avec l'apport et la contribution sur peut-être d'un point de vue du bien-être dans des cas généralisés, puisqu'encore une fois le cas handicap est très compliqué, et ton cas généralisé de toute façon est borné au niveau de l'âge, parce qu'on va être sur, on l'a dit, enfance, je crois, de ce que j'ai compris, on n'est pas sur de l'adulte. Et ton troisième point, ça va être simplement des études de cas liées à des jeux qui seront dans ton corpus, et de dire, ces jeux-là, qu'est-ce qu'ils ont créé, quel est leur but, c'est ce qu'on va faire. Alors, en musicologie, on appelle ça l'étude de performance, hein. Genre, quand on dit une performance artistique, c'est comment cette musique est jouée, comment elle est performée, que ce soit par le DJ, comment elle est écoutée, du coup, par les auditeurs, comment on interagit avec cette musique, entre celui qui l'a produit
et celui qui l'a subi, entre guillemets, enfin qui l'écoute simplement. Là, pour le jeu vidéo, ça va être à peu près la même chose. Le jeu vidéo que tu prendras dans ces études de cas, ça va être comment le jeu vidéo est pensé, comment il est construit, etc. Comment les personnes l'ont appréhendé globalement. Est-ce qu'il y a eu des choses qui font que, etc. Je pense que ça peut être très intéressant de voir ça comme ça. Et évidemment, bien faire attention aux appellations. On ne parle pas ici forcément de jeux thérapeutiques, mais peut-être à effets thérapeutiques. Thérapeutique pour qui, pourquoi, ça c'est très important aussi, parce que ça va pas forcément parler aux mêmes personnes. Et puis surtout voir est-ce que du coup ça s'est avéré sur des études que ça peut guérir, soigner, atténuer la perte de confiance, les troubles scolaires, etc., etc. Et là je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, encore une fois, qui ont déjà dû être faites. Là ce qui va être très intéressant, c'est de faire vraiment ce constat en 2021. Et ça aussi c'est un quatrième point optionnel, et ça c'est une grande question que je te pose, c'est est-ce que on met le Covid en lien avec tout ça? Parce qu'effectivement c'est à la mode en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est de voir tout ce qui se passe autour en lien avec le Covid. On en parlait notamment il y a 2 semaines avec Foufi, et effectivement le binge watch a eu une évolution certaine avec le Covid. Elle a décidé, elle notamment, de ne pas forcément l'évoquer plus que ça, même si évidemment que c'est lié sur les utilisateurs depuis 1 an, ça c'est normal. Sur le jeu vidéo, ça va être le même constat, mais est-ce que tu vas accorder un point autour de ça? Est-ce que vraiment ça va être quelque chose de centralisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'en détacher? C'est très difficile, je pense, de ne pas du tout en parler, puisque là ça voudrait dire qu'on se base sur quelque chose qui serait daté et qui n'aurait pas évolué avec le contexte actuel qui est le Covid. Mais si on le met en relation, ce qui est très très bien, c'est que tu as beaucoup de données qui ont été faites, je pense par le CEL, mais aussi par d'autres instituts et autres associations, sur effectivement le meilleur exemple que j'ai, ça va être Animal Crossing. Pourquoi il y a eu autant de ventes, pourquoi le jeu a autant explosé? Parce que finalement il y avait ce besoin de sortir, et que Animal Crossing était une porte d'entrée pour sortir, ce qui est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment cette idée de vouloir simplement être un jeu d'éveil, un jeu sur lequel il n'y a pas d'objectif, sur lequel on ne demande pas un gameplay mirobolant, bien au contraire, quelque chose qui a aussi un aspect très mignon, très etc. Là je parle vraiment avec des termes très génériques, mais dans une étude de recherche sur ce jeu, il y a quand même énormément de choses à dire qui je pense seront vraiment très intéressants. Pour la question du Covid, c'est vrai que je peux pas le nier, tous les enfants qui ont dû rester chez eux, qui sont pas forcément scolarisés, ils ont du temps à du temps à tuer, quoi. Donc c'est l'alternative, c'est les jeux vidéo. Donc c'est sûr que ça participe à une grosse incrémentation de la pratique. Ensuite, peut-être pas forcément y accorder une partie entière, mais oui, forcément l'introduire en se disant que c'est ce qui se profile depuis, comme tu dis, 1 an. Parce que du coup, les pratiques de médiation thérapeutique dans des centres, ils n'ont pas été interrompus pour autant à cause du Covid. Je pense que il y a des psychologues, ils ont continué à faire leur boulot, de recevoir des patients dans leur cabinet ou dans leurs instituts, malgré ces histoires de confinement ou de distanciation. Et c'est en effet ce qu'il y a de... C'est un argument en plus pour le jeu vidéo, parce qu'il est mis en avant, parce que ça devient l'activité phare de ce contexte. Voilà. Donc là il y a Foufi qui nous dit justement faut faire un point Covid obligatoirement. Si t'en parles pas dans le mémoire, il faudra expliquer en soutenance pourquoi il n'est pas abordé. Ça serait encore plus compliqué. Effectivement, de toute façon, le Covid en termes de recherche change absolument la donne sur absolument tout, puisque malheureusement c'est quelque chose qui a absolument changé les perceptions sur beaucoup de choses, et sur tout ce qui est en lien avec le multimédia, le distanciel et autres, ça a changé beaucoup de choses. Ne serait-ce que Discord, c'est un des meilleurs exemples pour ça, puisque
en fin décembre, je crois que j'avais lu un rapport, j'ai plus le pourcentage exact, mais c'était un pourcentage aberrant de personnes qui ne se considéraient pas comme gamers et qui utilisaient ce média, hein, de communication, alors que avant c'était vraiment considéré comme quelque chose de niche qui remplaçait TeamSpeak, qui était déjà un outil de gamer, enfin un outil vocal de gamer. Donc c'est vrai que là je m'étends pas que forcément sur le jeu vidéo, hein, encore moins sur ce sujet, mais c'est vraiment pour montrer à quel point tout a évolué dans ce sens-là. On voit de plus en plus notamment les NFT, mais est-ce que ce serait pas aussi lié à ce fait qu'on se rapproche de plus en plus, eh bien, du numérique, et que le Covid a accéléré les choses, parce que forcément que ça allait arriver et que c'était déjà un peu en place depuis 2017-2018, hein, donc c'est avant le Covid, hein, donc je ne dis pas que le NFT est apparu avec le Covid, mais c'est quelque chose qui a commencé à s'accélérer, puisque bah, vous prenez simplement les musées, les expositions et autres qui ont dû fermer, bah forcément, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les NFT, c'est simplement très très globalement, hein, parce que c'est très compliqué et là-dessus je suis très loin d'être un expert, mais c'est cette idée de pouvoir spéculer sur des œuvres d'art numérique, et ça se généralise même à absolument tout, puisque vous allez donner un token, donc c'est-à-dire une valeur à n'importe quelle donnée numérique. Ça peut être un tweet par exemple, et de dire voilà, moi j'ai le token de ce tweet, oui on peut le copier-coller, on peut le retweet machin etc, mais moi j'ai le premier. Voilà, c'est cette idée-là du NFT, et qui en gros permet bien de vraiment faire fonctionner une économie autour de tout ce qui se fait en lien avec le numérique. Et encore une fois, enfin, c'est juste un exemple pour montrer à quel point le Covid a pu accélérer peut-être des tendances, a pu faire pencher des personnes sur des tendances également, et je pense que sur le lien thérapeutique, ça a peut-être joué aussi, puisque on l'a vu, hein, ce besoin de bien-être, de se regrouper, de jouer ensemble, ça a dû être très important. C'est peut-être aussi pour ça, et là vraiment c'est de la spéculation que je fais, hein, je dis pas que j'ai raison sur tout ce que je dis, hein, loin de là, mais là-dessus, c'en est aussi, est-ce que Among Us n'a pas marché justement à cause de ça, puisque oui, c'est en lien avec les influenceurs, etc., mais les influenceurs eux-mêmes ne se sont-ils pas rapprochés de ce jeu parce qu'ils avaient besoin de jouer en groupe à quelque chose de plus casuel, puisqu'il y avait beaucoup plus de joueurs qui se rendaient disponibles et qui avaient besoin du jeu vidéo pour se rassembler, là où avant bah, ils allaient sortir et autres, là maintenant il n'y avait plus ces possibilités. Est-ce que Fall Guys aussi dans ce même temps a marché grâce à ça? Enfin là c'est des questions de spéculation pour le coup, je sais pas s'il y a une réponse clair ou non, mais en tout cas c'est des questions qui méritent d'être posées. Mais est-ce que le Covid ça n'a pas accéléré cette envie simplement de faire du jeu vidéo qui regroupe, et ce regroupement n'est-il pas en lien avec un bien-être que les gens ont cherché à retrouver, et finalement est-ce qu'on rentre pas là pour le coup dans ton sujet quoi. On a même Blue Serion qui nous dit « J'ai vu ça maintenant, il y a un marché d'art des œuvres numériques qui s'est mis en place grâce au blockchain. » Ouais, encore une fois là après, ouais, pour tout ce qui est les NFT, là pour le coup, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et super intéressant d'ailleurs. Mais bah, je sais que sur le stream, ils en parlaient notamment avec Sunday du coup, qui s'y connaît pas mal. Et en plus, il y avait Jumpé qui lui est... Voilà, très expert sur tout ce qui est les monnaies cryptées, enfin les crypto-monnaies. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça si jamais, encore une fois, c'est un autre sujet. Sinon, pour rebondir à ton analyse, tu avais déduit par rapport à les infos que je t'ai données que j'allais cibler du coup la petite enfance, sachant que en ayant essayé de constituer un questionnaire pour plus ou moins définir une population, je savais pas si mon centre d'intérêt serait plutôt les jeunes adultes, parce que même dans les patients qui ont participé à ces thérapies, à ces médiations thérapeutiques, évidemment ça n'inclut pas que la petite enfance, même justement des personnes qui sont, enfin des adultes qui ne sont pas épanouis, qui seraient reclus par exemple, qui auraient besoin de quelqu'un pour faire le point pour eux. Je sais pas si je dois justement les évaluer, sachant qu'en plus même en distribuant un questionnaire sur la toile, il y a peu de chances d'avoir des
des chiffres concrets de la part de personnes mineures, par exemple, je sais pas. C'est ça. En fait, c'est le gros problème des questionnaires quand vous êtes en master, c'est que c'est un truc qu'on vous impose, mais qu'on vous explique pas ce que c'est et comment faire un bon questionnaire. Parce que c'est très compliqué, en fait, de faire en sorte de... Parce qu'un questionnaire, c'est quoi concrètement? C'est définir déjà un profil, donc c'est-à-dire réussir à comprendre qui répond à ce questionnaire par rapport à ce qu'on a envie de savoir. Ensuite, c'est comprendre qui il est par rapport à notre sujet dans les faits. Et ensuite comprendre sa perception du sujet par rapport à son expérience. Je vais prendre un exemple voilà, qu'on avait déjà longuement évoqué avec Foufi, c'est qu'elle le fait sur binge-watching, donc son premier point c'est déjà de définir les habitudes de visionnage, sur quel support, machin, etc. Est-ce que c'est une personne qui a un ordinateur, une télé, est-ce qu'il en a 2, est-ce qu'il en a 3, machin, combien ils sont à utiliser, combien de temps par jour, etc. C'est très très long, hein. C'est pour ça que je vous dis, un questionnaire, c'est très dense. Deuxième point, donc c'est simplement sur savoir sur les plateformes SVOD, quand est-ce que, enfin, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'ils regardent, combien de temps ils regardent, quel jour, quelle heure, en groupe, seul, en famille, en couple, machin, tout ça et tout. Et troisième chose, c'est la perception. Comment est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est une addiction? Est-ce que le binge-watching, vous le voyez comme ci, comme ça, etc. Tout ça et tout. Et en fait, voilà, c'est à peu près ça qu'on demande sur un questionnaire. Sauf que là, effectivement, comme tu le dis, on est sur, des personnes qui ne seront peut-être pas sensibilisées à ton questionnaire, qui n'auront peut-être pas non plus forcément le recul nécessaire. Mais par contre, une chose que je peux te recommander très vivement, c'est d'aller d'une part en CMP. Donc les CMP, ce sont des centres médico-psychologiques qui sont liés à des localités. C'est-à-dire que c'est des institutions qui sont disséminés partout en France et qui sont liés à un nombre de populations. Donc c'est-à-dire que sur Paris, il y en a beaucoup, évidemment, sur des lieux très relativement proches. On prend la Seine-et-Marne, c'est Sud Seine-et-Marne, on a Fontainebleau et on a Nemours, donc c'est à quand même quelques dizaines de kilomètres. Par ici, je sais qu'il y en a aussi 3-4 quand même qui doivent traîner, et sur les CMP, il y a sans doute du coup des personnes qui pourront déjà essayer de te répondre déjà d'un point de vue psychologique, et peut-être essayer de te donner aussi des tips, ou alors des personnes qui pourraient te parler du lien thérapeutique avec le jeu vidéo. Et si jamais tu n'arrives pas à trouver dans des CMP, allez directement dans les universités. Parce que les universités et les enseignants sont pour la plupart, voire même quasiment tous, des psychologues cliniciens pour certains, et voire d'autres. Mais c'est des personnes qui sont du métier et qui sont liées à tout ça. Et si ça se trouve, dans certaines facs, il y a peut-être une personne spécialisée dans tout ce qui va être les nouveaux médias, ce qui est très possible, et dans ce cas-là, je pense que sur internet, ça peut se trouver très facilement, puisque en fait, dans chaque université, tu as les directeurs de recherche avec leurs spécialités qui sont indiquées, et donc à partir de là, il y a moyen de les contacter très facilement, puisque tous les directeurs de recherche ont forcément un mail qui traîne sur Google, sur LinkedIn ou sur ce que tu veux, et à partir de là, il suffit de le contacter. En général, en recherche, rassurez-vous, tout le monde vous dit oui. Dire personne vous dira non parce que vous faites une recherche sur un truc, tout le monde vous dit oui. Que peu importe qui c'est, alors si en plus c'est un enseignant, encore mieux. S'il vous dit non, c'est qu'il peut pas. S'il vous dit non pour une autre raison, c'est que c'est un connard. C'est très rare. C'est possible, mais c'est très rare. J'en ai jamais connu en tout cas pour l'instant. mais je pense que ça peut être très intéressant vraiment d'avoir de trouver surtout un psychologue clinicien qui travaille justement avec tout ça, parce que ça permettra d'avoir vraiment l'avis d'un expert et qui pourra te dire et répondre notamment à tes questions, et dans ce que tu vas faire avec lui, donc c'est-à-dire un entretien, pas une interview, parce que là c'est deux choses différentes, et les sociologues sont très chiants d'ailleurs à ce niveau-là, il faut pas les embêter les sociologues parce qu'ils sont violents, hein. Faire gaffe, hein, les sociologues sont très très violents. Je les aime beaucoup, hein, mais bon, c'est que mon enseignante, ma co-directrice de recherche était anthropologue de musique, donc sociologue, et non, faut pas rigoler avec eux sur des termes, hein, c'est très précis. C'est quoi la différence entre entretien et interview? Alors, concrètement, je te globalise ça, une interview, c'est journalistique, un entretien, c'est dans la recherche.
En gros, une interview, c'est que tu vas essayer d'aiguiller, orienter les questions pour avoir les réponses auxquelles tu t'attends à peu près, mais sur lesquelles tu vas avoir le ressenti de la personne sur la façon dont il va les dire. Un entretien, tu vas vraiment essayer d'avoir l'avis de la personne sans influence, sur lequel tu puisses lui poser des questions, sur lequel tu vas pouvoir avoir le recul nécessaire pour pouvoir analyser ce qu'il va te dire. Un très bon exemple, ça va être justement dans des documentaires. En général, un documentaire qui soit bien fait, c'est un documentaire sur lequel il y a un intervenant qui va poser les questions, qui va interagir avec cette personne, parce que ça va être un échange, une discussion. Et dans cet échange qui va être fait, eh bien la personne va donner des informations d'elle-même et autres, et elle n'a pas besoin d'être appuyée, aiguillée sur telle ou telle chose. C'est là que ça va être très intéressant. Pour avoir déjà fait des documentaires, ce qui est très intéressant, c'est que quand t'as une personne qui te dit un truc qui est totalement absurde, bah en interview on dira juste c'est absurde, c'est pas ça, etc. En entretien tu vas dire oui mais pourquoi il a dit ça? Et donc du coup tu vas analyser le pourquoi du comment il a pensé les choses comme ça. Si vous voulez un exemple concret qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler de là, c'est... J'avais fait un documentaire, un entretien avec un DJ extrêmement connu, français, qui m'a dit, bon bah, au 21e siècle, enfin même au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus réinventer de nouvelles mélodies sur 4 mesures. Voilà, bon, je vais pas détailler concrètement ce que c'est qu'une mesure, tout ça et tout, mais on peut pas vraiment réinventer de nouvelles mélodies. Alors évidemment, quand on prend ça de l'extérieur, ça veut rien dire. Quand tu prends la personne avec le recul, etc., pourquoi il dit ça? Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, en fait, aujourd'hui, le timbre est devenu un élément bien plus important que l'est l'harmonisation et le rythme, parce que l'harmonisation et le rythme sont beaucoup plus limités, même s'ils ne le sont pas concrètement, mais ils sont, d'un point de vue théorique, plus limité que le timbre, qui est lui devenu infini depuis les années 50, où on a réussi à mettre de la musique électronique, à rajouter de l'électronique dans la musique. En fait, et donc tu peux pas battre l'infini, alors qu'une mélodie tu peux pas faire, t'as le ton, t'as le demi-ton, t'as le quart de ton à la rigueur, mais alors t'as pas le 16e de ton quoi, et même le 16e il est fractionné en fait, alors que le timbre il y a vraiment une infinité immense une infinité immense ça veut absolument rien dire, mais il y a une infinité de possibilités entre tous les plugins, les logiciels etc. pour créer un nouveau son, et donc c'est ça que la personne essayait de dire, et c'est ça qui est intéressant dans un entretien, c'est ce qu'on en découle dans le rapport d'entretien, et qui va nous permettre là d'exploiter ce que nous a dit la personne sur la forme, le fond et aussi le sous-texte. Voilà. Ça reste stressant de contacter des experts comme tu dis quand toi tu débarques sur ton sujet. Bah ça oui, il faut avoir l'audace. L'audace c'est quoi? L'audace c'est surtout ça. Bon, en vrai, si les intervenants, c'est au moment d'un entretien des véritables moulins à parole comme toi, moi je prends. Hein. Ça m'évitera d'avoir à préparer vraiment, de calculer à la question près le déroulement de l'entretien. Quoi. Ah, pour faire un bon entretien, il faut avoir aussi des questions qui vont quand même pouvoir te donner ce que toi tu as envie de savoir, parce qu'effectivement si tu débarques et que tu sais pas quoi lui dire, bon c'est un peu chiant, mais ce qui est très intéressant dans l'entretien c'est d'abord de définir la personne avec qui tu fais l'entretien. Bon c'est un psychologue clinicien qui exerce depuis 14 ans et 6 mois, qui fait ça sur Paris, il fait ça avec la petite enfance et l'enfance, il fait tel type de thérapie etc. Ça va être très intéressant d'avoir tout ça, mais ça, encore une fois, c'est toi, tu poses les questions factuelles, et c'est lui qui va pouvoir développer en t'expliquant du coup tout ça. Ne jamais faire de questions fermées, d'ailleurs, ça c'est la base absolue, ne jamais faire une question auquel il peut répondre oui ou non, parce que ton but, c'est de lui faire parler quand même. C'est les petits tips, hein, si jamais vous faites un entretien, ne jamais poser de questions, toujours poser des questions ouvertes. Ouais, parce que du coup, on m'avait recommandé... l'université Paris Diderot. Oui, j'étais sûr que t'allais me dire celle-là. Donc, justement, l'un des directeurs, c'est Serge Tisseron, qui est aussi un peu le... Attends, le directeur de psycho l'un des intervenants, je sais plus, faudrait que je regarde. Serge comment? Serge Tisseron. Ah oui, monsieur Tisseron, oui, je vois qui c'est. Oui, non, parce que bon, oui, ça va, tu prends le café avec lui, c'est ça? Non, mais je vois à peu près qui c'est. Oui, non, je vois qui c'est. Bah, autrement que lui, mais bon, à Paris 7, je sais. Alors attends, faut que je te retrouve le nom de cette enseignante. Paris 7. Ou alors si Opsaïline pourrait nous dire, parce que je sais qu'elle elle est plus à même de connaître ses enseignants, parce qu'il y a bossé quand même pas mal de temps. Psycho. Hop. Attends, en vrai, je t'interromps, mais comment tu la connais, Opsaïline?
Je ne dirais pas qui c'est, mais je la connais personnellement. Ok. Voilà, non mais on rentre dans le cadre privé, je ne sais pas si elle le veut. Si elle Ouais, veut ok, dire ok. qui c'est, elle Pardon, le pardon. dira. Mais voilà, mais je la connais personnellement. Alors attends, donc moi voilà, je suis sur le site par exemple de Paris 7. Ce qu'on va voir, ce qui nous intéresse nous, c'est notamment les enseignants. Et les enseignants, il faut que je sache s'il est encore là. Est-ce qu'il était dans les maîtres de conférences? Non, je crois que elle traite pas du jeu vidéo, mais parce que ah non, ils te mettent pas ce qu'ils font. Oh, ça c'est nul ça. Mais en tout cas, enfin voilà, si jamais je peux te donner un lien au moins avec la plupart de ces enseignants, tac. La présentation. Et t'as ça sur n'importe quelle fac. Alors évidemment, Paris 7, c'est bon, ça fait partie des facs de psycho de Paris, qui est une des meilleures si jamais je suis corpo. Mais sans ça, oui, t'as Paris 3, t'as Paris 5, t'as Paris 13, je crois que t'as Paris 11. Donc en vrai, des facs de psycho, il y en a quand même pas mal, et ils ont tous absolument pas la même façon d'envisager la psychologie. C'est ça aussi qui peut être très intéressant, c'est d'essayer d'avoir des facs différents, des avis différents. Certains seront très vieux jeux et ne seront absolument pas liés aux nouveaux médias, d'autres au contraire seront très très ouverts à tout ça, et ça peut être extrêmement intéressant. Je crois d'ailleurs que Paris 13 est relativement ouvert à tout ça, mais là je dis peut-être une connerie là pour le coup. Très bien. Tac. Voilà. Hop. En tout cas, bah voilà, c'est là on a fait quand même un gros point. On en est à 1h30. Je pense que si jamais il y a des gens qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je crois que j'ai posé toutes les questions qu'on t'a demandé. Ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour là-dessus. Toc toc Ouais. toc. Donc ça reste une problématique de vraiment définir les bornes du sujet, quoi. C'est vraiment histoire de pas partir sur du hors-piste. En fait, pour bien borner ton sujet, ce qu'il faut déjà le faire, et ce que tu as déjà fait, déjà premièrement, c'est le borner au niveau spatial et temporel. Ça, on est bon, puisqu'on est en France sur ces années en ce moment. Ensuite, c'est voir par rapport à aussi les domaines que tu vas étudier. Là, on est plus sur un rapport peut-être psychologique, mais peut-être avec une partie grandement sociale, hein, puisque on va être sur des phénomènes de population, en lien plus ou moins avec le Covid, pas que, mais aussi. Donc c'est ça, je pense que surtout il faudrait approfondir plus que le point de vue psychologique, qui là pour le coup serait très précis sur une licence de psycho, et là ce serait vraiment peut-être un peu trop mastoc pour toi. Mais par contre, utiliser des éléments de psychologie sur ce sujet, ça oui, c'est possible, sans rentrer trop, je pense, dans les détails, sinon on risque de s'y perdre. Et à partir de là, ton sujet est relativement bien borné, puisque tu sais déjà que tu vas aborder l'enfance, donc l'adolescence. Ça a un terme psychologique, mais j'ai oublié comment on les appelle ça. Infanto-juvénile. Voilà, c'est ça. Je te l'écris si tu veux. Infanto-juvénile. Voilà. La psychologie infanto-juvénile. Comme ça qu'on traite enfance, préadolescence, adolescence, et même je crois que ça intègre préadulte, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle préadulte étant 18-20 ans, je crois. Mais là, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en gros, voilà, infanto-juvénile. C'est à peu près ça, ta borne au niveau du phénomène de la population que tu étudies en l'occurrence. Et après, ce qui reste à borner surtout, ça va être ton corpus, donc les jeux sur lesquels tu vas, je pense, donc faire ton étude de cas. Parce que c'est difficile de parler de tout ça si tu ne bornes pas des jeux. Et là, en l'occurrence, la question c'est est-ce que tu vas prendre 3 jeux totalement différents et qui ont absolument pas le même but, ou est-ce que tu vas prendre des jeux qui sont regroupés autour d'une bannière entre guillemets. Donc que ce soit le fait que ce soit des jeux purement thérapeutiques / médicaux. Est-ce que c'est des jeux qui font de la catharsis ou des choses comme ça, etc. Est-ce que ce sont des jeux populaires? Est-ce que ce sont des jeux indés? Est-ce que ce sont des jeux AAA? Est-ce que là c'est aussi la question que je pose, c'est est-ce qu'on rentre sur des choix catégoriques socioculturels? On y revenait, on en reparlait tout à l'heure, hein. Et là encore une fois on va pas être sur choisir des bons jeux, des mauvais jeux, etc. Mais simplement des jeux qui vont pouvoir évoquer des choses. Là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est de prendre des jeux sur lesquels il y a de la matière. Donc effectivement, peut-être des jeux indés, ce sera plus difficile que des jeux effectivement qui ont déjà une notoriété. Les jeux que je veux en exemple là, ça va être peut-être les films interactifs,
pourquoi pas, tels que Beyond Two Souls, Detroit Become Human, des jeux sinon qui ont vraiment une narration cinématographique sans être des films interactifs tels que The Last of Us 1 et 2. On va même pouvoir aller sur des jeux indés avec des jeux comme Bastion aussi, donc qui est fait par le même studio qui ont fait Hades. On peut aller sur des choses comme ça, mais encore une fois, là pour le coup, c'est très très large, il y a beaucoup de possibilités, mais la borne est à mettre ici, c'est vers où tu veux partir, quelque chose de large ou quelque chose de précis. Et je pense qu'une fois qu'il y aura cette réponse-là qui sera faite, ce sera beaucoup plus facile parce que tu seras pas limité, parce que tu pourras toujours évoquer des jeux et autres, hein, c'est pas le souci, mais ton corpus principal sera déjà borné. Et Hades, évidemment, c'est top tier. Parce que tout à l'heure, ça avait abordé le cas de Ico, que j'ai pas joué, mais que je suis quand même les jeux du studio. J'avais également voulu m'intéresser à Shadow of the Colossus, Oui. que même quand Michael Stora il parle beaucoup de ces jeux-là, et je suis en mode oh putain, enfin quelqu'un qui reconnaît la valeur de ces jeux. Enfin, à part laisse parler Jérôme, mais non. Ouais, valeur cinématographique, même comme tu le dis par rapport au gameplay que ça apporte, parce que juste en étant juste un joueur où tu vas juste jouer sans vraiment réfléchir au sens profond de tel ou tel choix, tu vas juste vouloir finir le jeu, voir ce qu'il a à t'apporter. Mais oui, ces jeux-là, je les trouve vraiment tout en nuances. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il va falloir faire un choix. Peut-être est-ce que parce que ce que mon prof correcteur me disait, c'est que faut pas que par exemple, que je lance un questionnaire sur à quel type de jeu vous jouez, en ayant déjà mes théories de quelles seront les catégories de jeux qui auront de plus grandes statistiques. Parce que justement, là, tu vois que je suis très orienté jeu de rôle, jeu d'action, aventure, etc. En me disant que eux, j'ai la certitude qu'ils ont de la matière. T'as évoqué tout à l'heure... Super, oui. Tout à l'heure, t'as évoqué les FPS que j'ai beaucoup moins interrogé, à part potentiellement les gens qui font des critiques sur Fortnite, mais ceux-là aussi. Et du coup, il faut... Enfin, si jamais je dois vraiment lancer un questionnaire, c'est les gens qui doivent m'apporter la réponse. Et du coup, le choix de quel est le jeu à étudier. Tu peux même faire un questionnaire qui soit typé, hein, parce que là, pour l'instant, l'intitulé de ton sujet, du coup, c'est l'apport, la contribution dans le traitement des troubles psychologiques chez les jeunes. On voit là déjà de base que le titre va être amené à changer, et ça c'est normal, parce qu'un titre de mémoire, c'est limite le dernier truc que tu fais, parce que c'est un truc qui change en permanence avec tes recherches, avec tes angles, avec tout ce que tu fais aussi, dans même l'écriture du mémoire. Vraiment, le titre, c'est le truc qui change même au dernier point final de ton mémoire. Le titre peut encore changer, tu vois, ça peut te rassurer là-dessus, donc c'est normal. Mais par contre, ça doit être ton aiguillage, si tu veux. C'est ton fil rouge, ton fil conducteur que tu dois impérativement suivre. Et si ta recherche ne colle pas à ton titre, tu vas changer ton titre en disant « Ah bon, c'est bon, là ça colle, je peux continuer comme ça. » Et là, notamment avec tout ce qu'on dit, on voit que ton titre est peut-être trop large. Là où on a déjà réussi à apporter beaucoup de précision sur l'idée de pas forcément parler des troubles psychologiques, mais sur effectivement ce qu'apporte le jeu vidéo. Quel type de jeu vidéo ? Tu viens de le dire, pourquoi pas les jeux de rôle, hein, et finalement pourquoi pas se contenter des jeux de rôle et pas aller ailleurs. Et en plus on détaille que c'est sur l'infanto-juvénile. Et finalement, on a quand même un truc qui est extrêmement bien borné finalement, parce que le jeu de rôle c'est très précis, c'est déjà défini, sur lequel en plus, tu peux très bien dire dans ton questionnaire que ça va traiter que du jeu de rôle, et finalement t'as pas besoin de parler de jeux que tu ne connais pas, parce que c'est un gros risque aussi de faire un questionnaire sur lequel tu seras peut-être dépassé par certaines réponses qui sont sur des aspects ou autres que tu connais pas, parce que c'est des jeux que tu ne maîtrises pas. Donc tant qu'à faire, pourquoi simplement pas faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire traiter des jeux de rôle, point, et comme ça on est bien. Pas mal du tout, en effet.
Parce que je pense que la dernière remarque vis-à-vis de ce... Enfin, tu te rends compte de ce questionnaire, c'est pas pour rien qu'il n'a pas encore été envoyé. Hein. C'est franchement, il est hyper expérimental. Mais en se disant... Enfin, si je devais juste l'envoyer dans les réseaux genre Facebook, LinkedIn, etc., je vais tomber sur différents profils en me disant c'est pas forcément que juste des joueurs. Il faut peut-être interroger justement quel était leur parcours. Est-ce que justement eux-mêmes ont fait un parcours médical, un parcours de psycho, un parcours informatique qui du coup va faire diverger leur point de vue ou leur approche. Et du coup là je me dis du coup les gens qui n'ont pas fait ça, est-ce qu'ils ont encore un mot à dire en fait s'ils sont pas dans ces domaines-là? C'est difficile à définir, on va dire. Non, c'est pour ça un questionnaire, plus il sera précis et cadré sur quelque chose justement qui s'éparpille pas, plus facile ce sera non seulement pour ceux qui y répondent, d'y répondre en se disant oui, je comprends de quoi ça traite et ça part pas dans tous les sens, et pour toi ce sera plus facile de récolter les informations et surtout de pouvoir en retirer quelque chose d'utile. Parce qu'effectivement, de simplement se borner sur le jeu de rôle, au moins voilà, quelqu'un qui n'y connaît pas en jeu de rôle, il va pas faire le questionnaire tout simplement. Quelqu'un qui a vite fait jouer au jeu de rôle, il pourra donner son ressenti sur sa façon de percevoir le jeu de rôle par rapport à tout ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui est un aficionado du jeu de rôle, il pourra répondre sans aucun souci parce que c'est dans son thème, c'est dans son élément. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que vu que c'est quelque chose que tu maîtrises très sûrement parce que tu connais très bien ces jeux-là, et au moins tu pourras faire le test avec toi-même sur, pour quelqu'un qui y connaît très bien, et pour quelqu'un qui y connaît que très peu, prendre un témoin, vraiment c'est comme en science, tu prends un témoin, et si le questionnaire lui paraît bien juste, bien ficelé, c'est que tu arrives à faire les deux extrêmes, quelqu'un qui s'y connaît très bien, quelqu'un qui s'y connaît très peu, et comme ça au moins tu auras après derrière une moyenne qui se fera avec tout ça, qui montrera que ton questionnaire sera assez bien fait, pour pouvoir en tout cas l'exploiter derrière. Et encore une fois, bien définir le profil, bien définir le type de joueur et définir leur ressenti. Sans pour autant appliquer un biais avec justement des... parce que le risque de détailler, c'est d'orienter en fait. Pas forcément. Pas forcément. Ah non, tu peux détailler et être extrêmement précis sans orienter. C'est en fait en fonction de comment tu poses les questions. Je vais prendre un exemple d'ailleurs de quelqu'un qui est dans ta promo. J'avais vu son questionnaire, j'étais pas très... je me suis dit, il pourra pas exploiter grand chose, et même lui en plus il était très conscient de ça, donc bon, c'est tant mieux. Mais qui disait à un moment, est-ce que vous prenez des personnages féminins dans les jeux vidéo ? Je sais pas, parce que la question, elle a aucun sens, parce que est-ce que je fais un choix volontaire de prendre un perso féminin ou pas dans un MOBA ? Est-ce que, si je prends Harry, je le prends parce que c'est une fille, et que je suis une fille et que je joue des personnages féminins, ou que je suis un mec et j'aime bien les personnages féminins, ou alors je suis un gros macho et je vais m'interdire de tous les persos féminins. Est-ce que dans un jeu de combat, je vais m'interdire de jouer Chun-Li parce qu'elle a des grosses cuisses ? Enfin, ça a aucun sens de poser une question comme ça. Donc effectivement, là, la question, elle est orientée, parce qu'en gros, c'est ce qu'on appelle en études statistiques le phénomène de la cigogne, où en gros, il va exploiter des chiffres qui ne veulent rien dire, parce que, est-ce que vous prenez des personnages féminins dans des jeux ? 80% ont répondu oui. Oui, mais pourquoi on prend des personnages féminins ? Ça, c'est plus intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est en fonction du jeu, parce que dans un MOBA ou dans un jeu de combat, on prend un personnage soit pour son aspect, soit, et surtout même, pour son gameplay. Je veux dire, moi, pourquoi je vais jouer la diva dans Grand Blue Fantasy Versus, alors que dans Smash, je vais jouer Ganondorf ? Voilà, pourquoi je vais jouer Tianro, le poignet de feu dans M Fighting Earth, et que je vais jouer à côté, justement, je sais pas, Camille dans Street Fighter ? Genre de truc. Oui. Et par contre, si on est dans un MMORPG, là, la question, elle est intéressante. Dans le choix qu'on fait du personnage, est-ce que vous choisissez plus souvent un personnage masculin ou féminin ? Et là, le côté binaire, il n'est pas de notre fait, il est du jeu vidéo, puisque les jeux vidéo n'ont pas encore la scission non-binaire, donc bon, ça c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, là, la question, c'est vous prenez un personnage masculin ou féminin ? Pourquoi dans un MMORPG, vous prenez un personnage masculin-féminin ? Et là,
la question est très intéressante, parce qu'on va avoir ceux qui vont dire, bah parce que je me projette dans ce personnage-là, et ma projection, je la vois en tant que personnage masculin ou féminin. Certains vont dire, bah c'est par intérêt, parce que t'as des mecs qui font des personnages féminins pour jouer de leur charme, pour gagner de l'argent, ça existe malheureusement. Oui, Et à oui, l'inverse, bah, c'est des j'aime filles pas qui du ont pas tout. envie d'être catégorisées et qui vont prendre un personnage masculin pour pas se faire emmerder. Il y a eu des cas comme ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites qui sont très intéressantes, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très sympa, et c'est là où on voit que c'est pas orienté, puisque là on pose une question factuelle sur laquelle on demande après un avis du choix, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez qui me dit t'auras du mal à ne pas prendre un perso non féminin dans TFH. Certes, tout comme dans Dead or Alive, on va dire bon, le roster fait que bon, t'as pas beaucoup de choix masculins, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est encore une fois très intéressant de poser la question de déjà à quel jeu vous jouez. Bon, est-ce qu'effectivement, hein, si vous jouez, je sais pas moi, un RTS, y a pas beaucoup de femmes, hein, parce que bon, à moins que tu joues Zerg et que tu joues avec des reines, c'est difficile, tu vois. Et encore, tu vas pas dire, bah, je joue pas Zerg parce qu'il y a des reines, quoi. Enfin, c'est un peu l'abus de cette question, tant qu'on ne traite pas justement, encore une fois, du profil et du jeu. Et c'est très très important d'avoir ça. Ah oui, Ouais, comme le dit Foufi. tu pourras faire venir cette fameuse personne dans un prochain épisode, tiens. Ah bah ce serait très intéressant en tout cas, mais j'aimerais beaucoup discuter avec lui en plus parce que son sujet est extrêmement intéressant puisqu'il traite du... Alors j'ai plus le titre en tête, mais sur le féminisme dans le jeu vidéo, c'est très intéressant. Mais il faut faire très très attention à ce genre de sujets qui sont très sensibles déjà d'une part, et qui en plus, il faut absolument pas avoir un avis biaisé. Puisque une fois qu'il est biaisé dans un sens ou dans un autre, et bah, vu que le fil est déjà très fin, on peut se casser la gueule et ça peut faire extrêmement mal, donc... C'est très dangereux de faire ce genre de sujet, hein, comme il a fait. Mais c'est très intéressant, en tout cas. Ouais, il avait l'air plutôt confiant. Bref. Oui, bah oui, non, mais c'était son questionnaire, et encore une fois, je juge pas la personne, c'est son questionnaire que même lui n'était pas convaincu, donc il y a aucun jugement, effectivement, mais lui, il a fait, oh, bon, bah tant pis, de toute façon, je m'en fous. Je fais, oh, bon, bah. Mais oui, mais c'est parce que lui-même était conscient qu'effectivement, les questionnaires, il n'y a pas forcément le briefing qu'il y a besoin derrière pour comprendre à quoi ça sert, effectivement. Même lui, il disait, mais je vais pas l'exploiter, de toute façon. Sur Smash garçon-fille, ça n'a pas d'importance, seule la tier list compte. Ah bah sur un jeu de combat, oui, clairement, ce serait con de s'interdire un perso juste parce que c'est une femme alors qu'elle est top tier, hein, c'est... Mais sur un peu tout, hein, même sur LoL, enfin sur les MOBA en général, sur les FPS aussi, hein, Valorant, Overwatch, la même chose se fait. Hein. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de savoir d'abord le choix du jeu, et ensuite le choix effectivement du sexe, et ensuite pourquoi. Et c'est surtout ce pourquoi qui compte. Tous les jours, je vais choisir ma tenue en fonction du mood du jour, comme dans la vraie vie. Oui, effectivement, il y a le coup des tenues aussi, des personnages dans Animal Crossing, hein, comme quoi, hein, mine de rien, même dans ce genre de personnage, Animal Crossing, hein, sur certains aspects, un aspect jeu de rôle, je vais bien dire un aspect, j'ai pas dit que c'était un jeu de rôle, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a rarement du féminisme de bonnes intentions dans les jeux vidéo modernes, malheureusement. Oui, ça, clairement. Ça c'est toute une problématique aussi, mais je pense pas que c'était ça son sujet, c'est la représentation... plus que le féminisme dans le jeu vidéo. Mais on verra si jamais il viendra dans une nouvelle émission, mais ce sera pour plus tard. Et bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour conclure Non, pas particulièrement, à part dire merci. Ouais, merci au chat, merci à toi, merci même à les intervenants. Enfin, surtout parmi mes contacts, parce que bon, je donne l'impression de pas beaucoup avancer, hein, mais bon, on arrivera au bout. Hein. Moi, de toute façon, c'est vrai que si je fais cette émission, c'est aussi parce que moi, ça me fait plaisir de façon de parler de recherche, et c'est aussi pour être rassurant, parce que je pense que c'est déjà rassurant de pouvoir en parler ouvertement, et surtout, je vous le dis, on est en avril, en général, il y a certaines personnes, ils commencent à faire leurs recherches en mai et ils commencent à rédiger en août. Et je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes qui ont écrit leur mémoire en 3 semaines. Donc rassurez-vous, vous êtes dans les temps. Et surtout, vraiment, la situation n'aide pas. Ça c'est clair et net. Donc
Donc il faut juste simplement avoir confiance en soi et se dire que de toute façon ça va rouler. Et après voilà, ça va commencer à se construire au fur et à mesure pour toi, pour Foufi et pour tous les autres qui sont dans votre promo et pour tous ceux qui sont en études et en recherche en ce moment. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire avec tout ça, je pense. Ouais. Merci à toi, Foufi. Bisous à toi. Yes. Bon, moi je le retrouve après. Bah écoutez, on va, je pense, si vous avez... Est-ce qu'il y a des gens qui ont quand même des questions à rajouter? En attendant, bah écoute, je vais juste te rappeler, donc du coup, t'es en master culture et métiers du web à l'université Gustave Eiffel. Voilà. Du coup, t'es en M1. T'es en M1. train de promouvoir la formation. Ouais, en M1. Non, pas forcément, mais c'est très important de savoir quand même la formation dans laquelle tu es. Histoire de... Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça, nous ne le dirons pas. Je ne dirai rien. mais oui, ma sœur a écrit son mémoire en 1 an, elle était short dans les délais. Ah ouais, non mais... Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ouais, en plus, écoute, moi j'ai... En août, j'ai dû retranscrire une interview pour mon frère, pour son mémoire, j'ai même pas été payé pour ça, pour te dire. Oh, quelle honte. Quelle honte. En tout cas, voilà. Bah écoutez, merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi. Moi, de toute façon, bah, dès que tu auras ton questionnaire, moi, je le repartagerai sans aucun souci. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à follow, à sub et à suivre, du coup, sur les réseaux. La VOD sera disponible sur YouTube d'ici la fin de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller check la chaîne YouTube aussi, où vous avez l'épisode pilote qu'on a fait avec Foufi, justement. Si jamais vous voulez voir, c'était sur le Binge Watch sur les plateformes de SVOD. C'est intéressant aussi. Et puis, nous, on se retrouve, je pense, de nouveau dans 15 jours, hein, parce que je pense partir sur ce format de une fois tous les 15 jours, histoire de se prendre le temps à tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, encore une fois, bon courage à toi, puisque je pense que, comme beaucoup, tu en as vraiment besoin. Et puis, de toute façon... On sera toujours là pour suivre tout ça. Je vous souhaite tous, en tout cas, une bonne soirée. Prenez soin de vous, surtout au vu du contexte. Et puis, écoute, Jérôme, je te laisse le dernier mot par rapport à ton mémoire ou ce que tu veux. Écoute, merci infiniment à toi d'avoir pris l'initiative. Franchement, ça partait de rien, juste de la camaraderie avec Foufi et ça ouvre à ce genre d'opportunités. Enfin, je vais pas vous mentir, ça me faisait un peu peur le format, même l'idée d'avoir ma sur YouTube, ça fait un peu peur. Genre mon anonymat est complètement ruiné. Mais non, franchement, c'était une très bonne initiative de ta part, j'apprécie beaucoup. Et merci au chat, même si certains je les reconnais par leur pseudo. Hein. Mais merci de votre présence, de vos encouragements. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Okay. Écoutez, sur ces beaux mots, on vous laisse là-dessus. Bonne soirée à vous, bonne continuité sur votre semaine. Et puis on se retrouve du coup bientôt sur Twitch, sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller suivre tout ça avec les réseaux. Allez, ciao. Tchuss.